Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce webinaire Horizon Europe, pourquoi y aller? Comment gagner et en tirer profit? Je m'appelle Valérie Zwilling et je suis chef du service Europe de la NRT. Chers auditeurs, au nom du MEDEF, de l'Association des pôles de compétitivité, de France Industrie, je vous souhaite à nouveau la bienvenue dans ce webinaire. Il s'adresse à celles et ceux qui s'interrogent sur la pertinence de s'engager sur ce programme aussi compétitif, et en particulier les entreprises. Nous avions hier soir 461 inscrits. Ce matin, nous avons 97 à cette heure-ci participants. Le lancement d'un nouveau programme est toujours un moment fort. Et cette année, c'est un moment encore plus fort. Jamais il n'a été aussi essentiel de fédérer nos énergies pour relever l'ensemble des défis qui nous attendent. La crise sanitaire a remis en haut de l'agenda politique la question de l'autonomie stratégique. Comme l'a souligné Madame Vidal, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, cette autonomie stratégique, cette souveraineté industrielle que nous devons collectivement avons le devoir d'exercer, ne doit pas être appréhendée comme une menace, mais comme une opportunité de reconquête technologique. Reconquête au cœur de laquelle se trouve la puissance de la recherche et de l'innovation européenne. Cette autonomie stratégique ne pourra pleinement se réaliser que si politique de recherche et d'innovation et politique industrielle s'articulent intelligemment pour renforcer les positions des entreprises européennes. Sans investir massivement et conjointement dans la recherche et dans l'innovation, nous n'arriverons pas à atteindre les objectifs d'autonomie stratégique et ceux d'une Europe plus prospère, plus résiliente, plus verte et numérique. Slide suivante, s'il te plaît, Arthur. Avec près de 95 milliards sur les 7 prochaines années, le programme cadre Horizon Europe va permettre de dérisquer les projets de recherche et d'innovation. Horizon Europe s'inscrit dans la continuité d'Horizon 2020, mais surtout résolument dans la volonté de faciliter le déploiement des travaux sur le marché, et ceci pour permettre in fine aux entreprises d'être à l'avant-garde de l'innovation. 55% du budget. 55% du budget, soit la plus grande partie du budget du programme, est consacrée à relever les défis de la compétitivité industrielle à l'aune des défis sociétaux. Les entreprises ont donc un rôle important à y jouer. Dans quelques instants, nos éminents intervenants vont partager leur expérience concrète du programme. Pourquoi se sont-ils engagés dans cette compétition et comment se sont-ils organisés non seulement pour gagner, mais surtout en tirer profit? Le webinaire est structuré autour de 2 tables rondes et 3 keynotes. Pour les keynotes, nous accueillerons M. Vincent Clos, qui témoignera de l'expérience du groupe Thales sur le Conseil européen d'innovation. Et M. Christian Dubarry de BPI France clôturera ce webinaire. Mais sans plus attendre, j'ai le plaisir d'inviter Mme Dominique Carlac, vice-présidente et porte-parole du MEDEF, pour la première keynote. Dominique, comme on dit, the floor is yours. Merci Valérie, merci à la NRT pour cette introduction. Vous avez rappelé dans votre introduction l'importance de l'innovation qui n'a jamais été aussi vraie avec les conditions de souveraineté générées par la crise Covid. Je crois qu'il faut rappeler avant tout que ça fait plus de 30 ans que l'Europe milite pour que les entreprises européennes soient plus innovantes et que nous relayons ça comme États membres pour que les entreprises françaises soient véritablement dans la compétition internationale. Quand on est chef d'entreprise, quand on côtoie des chefs d'entreprise, la croissance et la compétitivité s'appuient sur un triptyque que sont l'internationalisation, d'une part, la croissance externe, d'autre part, et la R&D, enfin. Et ça n'est pas rien de le dire quand on voit que les sociétés qui innovent, finalement, sont plus grandes et exportent davantage que les autres, puisque ce sont 60% d'entre elles qui exportent contre 33% qui n'exportent pas parce qu'elles n'innovent pas. Donc la France, là-dessus, a vraiment une grosse marge de manœuvre encore, quand on voit que 52% des entreprises françaises sont innovantes, contre par exemple 63% des entreprises italiennes.
Et deuxième élément de réflexion qui doit nous inciter à aller davantage vers cette opportunité d'Horizon Europe, sur l'utilisation de la recherche européenne et des fonds mis à disposition pour la recherche, seulement 10% de l'ensemble des aides à l'innovation qui sont versées aux entreprises françaises proviennent des programmes européens. Or, on estime, et la DGE l'a calculé, que finalement, face à ces 11% de bénéfices, on devrait plutôt avoir une part qui se tourne autour de 15-20%. Donc, on a une marge de manœuvre. On n'utilise pas en France suffisamment ces dispositifs européens. Or, ce nouveau programme cadre que vous avez introduit, Valérie, a quand même un budget de 25% plus gros, on va dire, que le précédent programme cadre. Or, il y a une porte ouverte qu'il faut tout de suite enfoncer. 100% des gagnants ont candidaté. Et le principal problème que nous avons en France, c'est que nous n'avons pas assez de candidats. Alors, pour diverses raisons, il y a des raisons de compétition de dispositifs nationaux, bien sûr. Il y a des questions aussi de croyance, voire de conviction sur la complexité que ces dispositifs comportent. Oui, bien sûr, mais c'est vrai pour tous les autres pays. Or, nous, notre problème principal, et c'est pour cela que nous faisons ce genre de webinaire, c'est d'être incitatif à candidater. 100% des gagnants ont candidaté un jour, 100% des perdants ont pu candidater, mais aussi parfois n'ont pas candidaté. Alors, il y a un enjeu politique également pour la France, puisque nous sommes à 6 mois de la présidence française de l'Union européenne, et nous souhaitons vraiment porter ce genre de programme et valoriser ce genre de programme. Vous l'avez rappelé en introduction, la crise nous a rappelé le fait que l'Europe et la France doivent avoir une autonomie stratégique, et pour ce faire, nous ne pouvons pas rester dépendants d'autres pays pour des secteurs clés, pour des produits clés. On parle des vaccins, mais on parle aussi du monde du semi-conducteur. Et donc, si on veut parler de résilience, d'indépendance, d'autonomie stratégique, de leadership technologique, on doit absolument accoler aux mesures économiques que tous les plans de relance ont offert, utiliser ces programmes et utiliser particulièrement le programme Horizon Europe. Et donc, il faut vraiment tordre le cou aux idées reçues que c'est complexe. Le marché européen et la compétition internationale fait que nos grands compétiteurs, les Chinois, les Américains, nous respectent parce que nous sommes un marché. Mais ils nous respecteront d'autant plus que nous aurons également dans la notion de marché une demande attractive, mais aussi une offre attractive. Et ces programmes d'Horizon Europe vont rendre nos offres attractives parce qu'ils vont soutenir des offres innovantes. Et que ce soit en matière de vaccins, de semi-conducteurs ou de stratégie énergétique ou de stratégie hydrogène ambitieuse, il faut absolument candidater parce qu'il y a une vraie course technologique qui est menée tambour battant par les États-Unis et la Chine. Et quand on voit l'ampleur des plans de relance, notamment aux États-Unis, il ne faudrait pas que les efforts de l'Europe restent vains faute de candidats. De ce fait, il y a une deuxième idée reçue dont il faut tordre le cou. Au-delà de la complexité, on veillera toujours à travailler avec les pouvoirs publics pour simplifier les dispositifs. Il faut également rappeler, et je pense que M. Dubarry le rappellera également dans sa conclusion tout à l'heure, qu'il y a des dispositifs d'accompagnement. Et qu'ils soient publics ou privés, ces dispositifs d'accompagnement permettent aux entreprises françaises d'exister dans ces programmes. On ne peut pas considérer qu'on fera moins bien que d'autres pays membres. L'Espagne, à un moment donné, a tout misé sur les dispositifs d'accompagnement pour emmener ces entreprises dans les dispositifs européens, parce qu'il y avait une crise majeure nationale, parce qu'ils avaient des difficultés à mener des programmes nationaux. Ils ont emmené leurs entreprises sur les dispositifs européens de concert avec des accompagnateurs privés ou publics. Et donc, je crois que notre rôle et notre responsabilité aujourd'hui, que ce soit les acteurs publics ou parapublics ou privés
puisque je représente également une profession qui accompagne les entreprises dans ces programmes européens, notre responsabilité, c'est de faire connaître ces programmes, c'est de faire connaître les bonnes pratiques d'accompagnement et d'insertion des entreprises dans ces dispositifs, de manière à ce qu'on ait déjà un vivier d'entreprises qui soient sensibilisées, qui soient accompagnées et qui puissent se dire au moins j'aurais essayé, et en fait le simple fait d'essayer, j'aurais réussi. Et donc je remercie toutes les entreprises qui veulent se mobiliser, tous les acteurs publics privés d'avoir changé de logiciel et de s'être dit en fait une politique publique peut se mener avec différentes catégories d'acteurs, et à défaut d'être dans un logiciel de délégation de services publics et à 100%, en tout cas, je crois qu'aujourd'hui, autour de ces webinaires, nous avons toutes les forces vives pour accompagner nos entreprises dans les différents dispositifs qui sont véritablement historiques, il faut le dire. Depuis 30 ans, il n'y a jamais eu autant d'argent sur la table en faveur de la souveraineté européenne, en faveur de la souveraineté technologique de nos pays. Et donc, il faut absolument candidater. J'en resterai là et reste à disposition pour quelques questions si besoin. Merci Dominique. Bon. Dans le chat, il n'y a pas de questions. Je vais donc passer la parole à Maury. Alors, je rallume le micro et la caméra. Merci beaucoup, Dominique, cher Dominique, pour cette introduction. Je connais ton engagement et l'engagement total du MEDEF aussi en faveur de l'innovation. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui se passe pour beaucoup dans la tête de chefs d'entreprise en France. Quand tu mentionnais le nombre de PME qui innovent en France, effectivement, donc statistiques européennes qui montrent que, en tout cas, même si parfois ils le font, comme M. Jourdain, en tout cas, ils n'ont pas l'intention, ou en tout cas, ils ne pensent pas le faire, et donc notamment, ils ne se dirigent pas vers des programmes de R&D. Tu as aussi mentionné le lien entre l'exportation et l'innovation, et je pense que certains de nos intervenants nous rediront effectivement à quel point il peut y avoir un lien, notamment j'en avais une discussion avec M. Bernardini, entre l'ouverture à l'export et à l'international et finalement ces projets européens, ces projets de financement européens. Alors, donc, bonjour à tous, merci beaucoup d'être venus nombreux pour ce webinaire. C'est un sujet qui intéresse, qui interroge en tout cas beaucoup. Donc, je m'appelle Amaury de Buchet, je suis donc entrepreneur, je suis membre de la commission innovation du MEDEF depuis de nombreuses années. Je suis également donc créateur d'un espace de coworking à Paris. J'accueille des startups depuis de nombreuses années, depuis 11 ans. Notamment, j'ai accueilli les premiers mois de Dataiku, qui est une des licornes françaises. Mais aussi plus récemment, des startups dont je souhaite beaucoup de succès, comme Bloomride dans la mobilité, les vélos électriques, ou JumpBlue, qui essaye de réinventer le portage salarial. Donc, je vais animer cette table ronde, dont l'objectif est de vous donner les clés pour vous lancer dans votre premier projet européen. Donc, du coup, je vais d'abord poser la même question à tour de rôle à chacun de mes intervenants. Je vais les présenter effectivement à chaque fois. Donc, du coup, je vous propose, merci en tout cas à mes intervenants, de répondre avec des réponses courtes, les plus concrètes possibles. L'objectif, effectivement, c'est de donner des éléments de votre expérience, de partager ces éléments avec les auditeurs qui sont ici présents. Et si, effectivement, vous êtes amené à généraliser, en tout cas, si vous avez des éléments d'études ou de baromètres à citer, ce sera d'autant plus intéressant. Ça permettra à certaines personnes de prolonger cette recherche sur Internet notamment. Donc, je vais commencer par vous, Monsieur Bernardini, notamment pour des raisons d'ordre alphabétique, tout simplement. Donc, vous êtes docteur en chimie, biochimie, vous êtes responsable du département des financements européens de Grand Innov Plus, qui est l'agence d'innovation et de prospection internationale du Grand Est. Vous avez rejoint Grand Innov Plus en 2018 pour monter le pôle Europe, après plus de 12 ans déjà d'expérience de financement de projets des R&D européens. Je pense que vous êtes un des plus expérimentés autour de cette table. D'abord dans une entreprise de conseil, puis chez Alsace Innovation. Donc, sans doute peut-être un lien avec la région Alsace aussi, dont vous nous parlez peut-être. Chaque année, Grand Innov Plus rencontre entre 300 et 400 entreprises
dont une cinquantaine pour le pôle Europe, afin de les accompagner dans la formation d'une équipe projet et la réponse à des appels à projets européens de R&D, que ce soit des Eurostars, des France 2020, Eureka, et puis bientôt, maintenant, Horizon Europe. Donc, ma première question, si vous vous souvenez, essayez de visualiser, vous s'en souvenez sûrement, votre premier projet européen. D'abord, quel était-il? Quel était votre rôle dans ce projet? Et puis, peut-être, quelles étaient vos principales inquiétudes au moment d'entamer ce premier projet? Merci pour cette question. Alors, on va remonter plus loin que ça. Mon premier projet européen, c'est très exactement, c'est 1998. Je travaillais pour Ron Poulenc, alors entreprise qui dira quelque chose à certains, qui a disparu depuis. Et mon premier rapport à un projet européen, c'est un jour où un collègue, je travaillais à la direction de l'innovation, et arrive avec, on a un problème, on est dans un projet, on ne sait pas quoi faire. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce machin? Un projet avec des gens qui ne sont pas en France, qui sont internationaux, où tout se fait en anglais, où il y a un programme de travail qui est long comme le bras. Alors, on était à l'époque dans le 4e programme cadre. Hein. Donc, pour vous dire qu'on est assez loin là-dessus. Donc, ça a été mon premier rapport à l'Europe. Et en fait, je dirais que c'est un peu comme Obélix, hein, quand vous tombez dans la marmite, en fait, vous en ressortez, mais vous gardez cette expérience, et c'est ça qui m'a fait, c'est mon premier contact avec un programme européen. Et en fait, ce que j'en ai retenu, en fait, c'est 3 choses, et ça renvoie à ce qu'a dit Dominique Carlac. La première chose, c'est démystifier. C'est-à-dire qu'en clair, c'est pas plus compliqué qu'autre chose, hein, puisque ça reste un projet dans lequel on va parler de recherche, de développement et d'innovation. Donc, on revient sur les grands basiques que sont ceux de la gestion de projet. Donc déjà, c'est démystifier, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est accompagner. C'est-à-dire que ça peut faire peur, mais il faut mettre en place les outils, les méthodes qui font que ça se passe bien et que finalement chacun reste focalisé sur son rôle, qui est pour les équipes scientifiques de travailler sur les développements, pour les équipes de gestion de projet bien vérifier que tout se passe bien. Donc il y a vraiment l'accompagnement. Et puis, le troisième mot-clé pour moi, c'est l'enrichissement. Parce que ces programmes, en fait, il ne faut pas les voir uniquement comme étant une question de financement d'activités de R&D, mais ça permet surtout d'ouvrir les chakras sur d'autres sujets, d'autres technologies et d'autres partenariats, parce que très souvent, et ça c'était l'expérience de ce projet, qui était un projet, pour faire court, qui était un projet de type chaîne de valeur, hein, et dans lequel finalement on retrouvait des acteurs en amont et en aval. Et donc on avait un enrichissement avec des gens qu'on n'avait pas forcément l'occasion de côtoyer, et puis également à l'international, c'est-à-dire qu'on sortait d'une zone de confort qui était de travailler avec des partenaires qui étaient des partenaires de R&D plutôt proches, soit en région, soit au niveau national, pour aller finalement chercher les meilleures expertises là où elles n'étaient pas forcément en France. Donc ça a été mon premier contact. Et ce contact, c'est ce qui a finalement donné un tournant à ce qu'on peut appeler une carrière dans le domaine des projets européens, puisque quand j'ai quitté Ron Poulenc, je suis en effet allé dans une société de conseil. Il y a un confrère de la société qu'a monté Dominique Carlac, où là vraiment j'ai aidé à monter des dizaines et dizaines de projets. Et finalement, au sein de l'agence d'innovation devenue Grand Innov Plus en 2018, en fait, c'est la même logique, ce qui est en fait comment pouvoir identifier des acteurs et des projets au sein d'un territoire qui est celui du Grand Est, qui est un territoire qui fait 2 fois la Belgique, qui est un territoire très industriel, puisqu'on est la seconde région industrielle française et seconde région agricole française. Donc, comment identifier des projets, pouvoir démystifier ce qui tourne autour des programmes européens et pouvoir accompagner les personnes à l'Europe. Alors, pas seul, hein, on a parlé des acteurs du privé qui sont des acteurs importants pour nous, et les autres acteurs institutionnels au sein d'une région. On travaille beaucoup avec les pôles de compétitivité, avec les universités notamment, et on utilise aussi le fait qu'on est membre d'un réseau européen qui est le réseau EEN, Enterprise Europe Network, aussi pour pouvoir se connecter avec des structures qui nous ressemblent aux 4 coins de l'Europe, et notamment c'est une grande facilitation pour pouvoir aller chercher des partenaires, parce que souvent, notamment pour ceux qui démarrent dans des projets européens, il faut pouvoir aller chercher des partenaires. Voilà, j'essaye de rester bref. Donc, Merci beaucoup. En tout cas, effectivement, on aura l'occasion de revenir sur certains de ces points lors de questions ultérieures. Et n'hésitez pas, en tout cas, tous les participants à poser vos questions dans le chat. On les prendra notamment, alors soit si c'est vraiment urgent tout de suite, mais plutôt à la fin de cette session. On a prévu un moment d'échange plus large. Donc deuxième intervenant, donc François Biraud. Peut-être quelques mots de présentation. Vous êtes ingénieur en informatique, spécialisé en HCI, Human Computer Interaction, donc cofondateur et CTO de GoSense, qui est une start-up de la région Auvergne-Rhône-Alpes,
basé à Lyon plus précisément, créé en 2013 et qui développe et commercialise des solutions technologiques d'aide au déplacement pour les malvoyants, comme Wizigo, qui est une application mobile servant de GPS sonore, ou Rango, dont peut-être vous parlerez un peu plus, qui est un dispositif qui se monte sur des cannes blanches. Auparavant, vous aviez travaillé plus de 6 ans en R&D pour différentes entreprises, notamment chez Dassault Systèmes ou Immersion. Cette dernière, vous aviez piloté 2 projets de R&D, un national, un FUI, ou un européen, qui est un SP7. Donc, même question, même punition. Du coup, François, quel était votre premier projet européen? Si vous pouvez peut-être le visualiser, nous en parler un peu, et notamment quelles étaient vos principales inquiétudes quand vous avez abordé ce projet? Alors, je vais parler peut-être du premier projet européen dans lequel on a participé dans le cadre de GoSense, parce qu'on a créé GoSense du coup en 2015 et on a très rapidement voulu monter un projet de recherche et on est allé rencontrer en fait le CEA de Grenoble, Commissariat à l'énergie atomique. On a monté un projet ensemble. Et bien sûr, les inquiétudes, elles étaient la première pour nous peut-être, c'était de candidater, de passer du temps à candidater et finalement de ne pas être retenu et d'avoir perdu du temps, alors que quand on est une start-up, certes, on manque de finances, mais on manque aussi beaucoup de temps. Donc, c'était une des inquiétudes. Et on a eu de la chance, je ne sais pas si c'est que de la chance, mais en tout cas, la première candidature qu'on a fait, du coup, on l'a remportée. Du coup, ça a été très bénéfique de ce point de vue-là. Et la deuxième, et que je modère beaucoup, c'est une inquiétude d'être pris par beaucoup de paperasserie, entre guillemets, justement, en répondant à ce projet-là. Mais qui était assez limité parce que justement j'avais déjà l'expérience de projets de recherche européens et pas que dans mon ancienne entreprise Immersion, donc à Bordeaux. Et c'était justement un point qui était souvent souligné par cette entreprise, c'est qu'ils étaient assez étonnés que peu de petites entreprises comme Immersion participent à des projets de recherche européens, parce qu'il y a un peu un mythe autour d'une difficulté qu'il y aurait à monter ces projets, alors qu'en pratique, finalement, ça n'allait pas tant que ça. Et une des choses importantes aussi qui me souvient, qui nous disait, c'est que justement, si on prend en compte dès le début les contraintes d'organisation des projets de recherche européens, et en fait déjà d'une ça nous aide à nous structurer, ça nous donne une base, ensuite il suffit de le suivre et du coup il n'y a pas de souci ensuite pour les autres projets de recherche européens et pas que, parce que c'est souvent quand même les plus contraignants et du coup ça nous permet de répondre à d'autres projets de recherche avec d'autres types de financement. Très bien, merci beaucoup. En tout cas, je retiens donc notamment ces 2 inquiétudes aussi. Bon, déjà les 3 mots-clés de M. Bernardini, que je rappelle, donc démystifier, accompagner et cet enrichissement dont il parlait, qui n'était pas un enrichissement purement financier, mais un enrichissement bien professionnel. Et pour vous, donc, perdre du temps si on n'est pas reçu. Et donc, du coup, notamment, on reviendra après sur le choix des partenaires. Et puis, cette peur de l'administratif, du poids de l'administratif. Et donc, cette nécessité et finalement la valeur aussi de l'apprentissage de cette organisation. Je vais passer à Pierre Brignoux. Donc, n'hésitez pas, Pierre, à allumer votre caméra. Comme ça, on pourra vous voir aussi. Donc, quelques mots d'introduction. Vous êtes docteur en chimie des polymères. Vous êtes chargé de projet innovation chez Rescol, qui est une PME de Nouvelle-Aquitaine, donc on voyage beaucoup aujourd'hui, qui développe sa propre R&D, qui propose aussi des services de développement, de caractérisation et de qualification de produits et procédés pour différents industriels, alors notamment dans l'industrie de l'aéronautique spatiale défense, de l'énergie, des dispositifs médicaux et bien d'autres encore. Rescol, c'est 4 sites en France, alors principalement dans la région de Nouvelle-Aquitaine, donc Pessac, Rochefort, mais aussi Gradignan, Châtellerault, 150 personnes environ et actifs depuis 20 ans, notamment en sous-traitant de grands groupes et de TI. Donc Rescol est classé, et donc là c'est un point qui est important, qui je pense pourra intéresser tout le monde, à la fois pour éventuellement prendre contact avec vous, mais aussi pour chercher des partenaires. Vous êtes classé 31 sur 342 pour les PME en Europe et première PME en Nouvelle-Aquitaine pour le taux de succès au projet européen. Donc c'est un point que peut-être vous pourrez nous expliciter. Et vous-même, vous avez rejoint Rescol il y a plus de 5 ans. Vous y avez monté de très nombreux projets multipartenaires au sein d'une équipe donc, de 4 personnes, dont 6-8 projets européens financés par an en moyenne. Donc, même question. Votre premier projet européen, quel était-il? Quel était votre rôle et quelles étaient vos inquiétudes à ce moment-là, au moment d'aborder ce projet? Alors, bonjour à tous. Alors, le premier projet auquel Rescol a participé était un projet du 6e programme cadre européen.
qui s'appelait le projet Ecodisme, qui comportait 12 partenaires. Donc, il y avait pour objectif la mise en place de technologies de désassemblage autorisant la récupération des pièces automobiles pour la fin de vie, donc leur recyclage ou leur valorisation. Donc, le rôle d'Erescol dedans était d'apporter une technologie. Donc, c'est une technologie propriétaire qui s'appelle INDAR, qui permet la démontabilité d'assemblage collé. Donc, cette technologie a permis le décollage des interfaces sans les abîmer, sans laisser de traces de colle et sans modifier le procédé de collage initial. Donc, dans le cadre de ce projet, on a réussi à démonter de manière contrôlée des pare-brises, donc, qui était une demande en fait des end-users qui étaient notamment Fiat et Saint-Gobain, donc des pare-brises et des haillons arrière en composite et en thermoplastique. Donc, pour parler un petit peu plus des inquiétudes qu'on avait au niveau de ce projet, donc c'était plus la taille du consortium en fait, vu que c'était un consortium qui était donc européen, donc il y avait beaucoup de pays européens qui étaient engagés dedans, et c'était voilà, cette taille de consortium, c'était un projet vraiment où on avait un petit peu Combien peur. de partenaires 12. 12. Donc on avait un petit peu peur de se retrouver un petit peu noyé là-dedans, et surtout comme le disait l'intervenant précédent, au niveau administratif et avec peut-être la lourdeur européenne qu'on ne connaissait pas. Donc, mais après, on s'est aperçu au fur et à mesure de monter des projets de cette ampleur, on s'est aperçu voilà, il n'y avait pas forcément d'inquiétude à avoir. On s'est également fait accompagner par un cabinet de conseil en innovation qui nous a aussi rassurés. Donc, de ce point de vue-là, voilà, on a été bien accompagnés sur le montage de ce projet. Très bien, merci beaucoup en tout cas pour cette expérience. Et donc, je retiens notamment, bien sûr, la partie administrative dont on a déjà parlé, mais aussi la taille et le nombre de partenaires. Effectivement, c'est beaucoup de découvertes, surtout à la taille d'une PME comme la vôtre, même si c'est une grosse PME. Donc, je vais terminer par mon dernier intervenant donc pour cette première question, donc David Nevicato. Alors, on est passé presque par ordre inverse de taille d'entreprise, entre guillemets, puisque vous représentez ici l'entreprise Total. Quelques mots de présentation pour vous. Vous êtes docteur également en génie chimique, chargé de mission projet collaboratif et projet européen auprès du CTO et à la direction R&D Group chez Total. Dans vos précédentes fonctions comme responsable de projet R&D sur le captage, stockage et valorisation du CO2, vous avez participé au montage de 5 projets H2020. Donc, pour rappel, la R&D chez Total, c'est 18 centres de R&D et de développement technologique dans le monde. Donc, on est effectivement sur 4300 chercheurs, plus de 200 brevets par an. Vous êtes un des plus gros déposeurs de brevets. 650 partenaires académiques, grandes et petites entreprises. Environ 300 doctorats et post-doc. Doctorants et post-doc. Donc, c'est vraiment aussi un point qui nous apporte, nous, beaucoup au MEDEF, c'est donc de développer l'emploi des doctorants. Et 36 projets H2020, dont 14 avec sa filiale Saft sur les batteries électriques. Donc effectivement, peut-être la plus grosse entreprise, mais à votre échelle, comment avez-vous vécu votre premier projet européen? Encore, quel était-il et quelles étaient vos inquiétudes au moment d'aborder ce projet? Alors, votre micro est coupé. Bonjour à tous. En fait, je vais partager plutôt mon expérience personnelle en tant que responsable de programme, parce que le groupe Total a participé à différents projets européens et depuis de nombreuses années. Mais en ce qui me concerne, dans le cadre d'un montage d'un programme de R&D sur le captage, stockage et valorisation du CO2, qui a vraiment été initié en 2016, on a utilisé le programme H2020 comme étant un moyen d'accélérer nos développements. Et le premier projet européen s'est fait dans le cadre d'un appel à projet sino-européen, et avec 11 partenaires, des Européens et des Chinois. Et c'était dans le cadre d'une démonstration d'une technologie de combustion avec production de CO2 pur, ce qui permettait après de valoriser et de stocker plus facilement. Et donc la première crainte que l'on avait avec nos partenaires français, qui était essentiellement qui était l'IFPEN, c'était justement la protection de la propriété intellectuelle. Du fait, parce que propriété intellectuelle, du fait qu'on travaillait avec différents partenaires européens, mais surtout chinois.
Et c'est l'avantage de ces projets, c'est justement de pouvoir structurer le projet collaboratif en différents briques, en différents work packages, et de pouvoir isoler les sujets sensibles en termes de propriété intellectuelle vis-à-vis des partenaires avec qui on ne souhaite pas forcément partager l'intégralité de la propriété intellectuelle. Et ce qui est le plus important d'ailleurs, c'est de bien protéger tout le savoir-faire développé en amont de ce projet-là. Et bien sûr, dans le cadre de ce projet collaboratif, de choisir les partenaires avec qui on partagera la propriété intellectuelle dans le cadre des innovations au cours de ce projet. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'était la complexité, parce qu'en ce qui concernait, c'était vraiment le premier projet européen, et je pense que pour Total, c'était l'un des premiers projets de cette envergure. C'était la crainte de la complexité. Il faut dire que dans ce cas-là, il est vraiment important de se faire accompagner, soit par des instituts de recherche qui ont les structures pour coordonner ce genre de projet, mais aussi des sociétés de consulting qui ont une très forte expérience dans l'accompagnement pour construire un projet européen. Très bien, merci beaucoup. Effectivement, donc je vois on a beaucoup mentionné la taille du projet précédemment, toujours la partie administrative, avec vous, notamment la protection de la propriété intellectuelle, et bien sûr, donc c'est ces dernières questions dont vous venez de nous parler à l'instant. Peut-être un deuxième tour de questions. Je vais vous proposer, donc lors des échanges qu'on a pu avoir au préalable, on a parlé d'un certain nombre de projets, notamment des projets en particulier. Et je voudrais peut-être revenir sur certains de ces projets-là. Je crois, on va peut-être commencer avec vous, Monsieur Nizicato, passer dans l'autre sens, on va dire, puisque vous êtes déjà à l'écran. Vous nous avez parlé de différents projets, et je crois qu'aujourd'hui, vous vouliez nous parler d'un projet de captation de CO2. Vous aviez, je crois, même une slide à nous présenter pour que ce soit peut-être plus facile, parce que très souvent, on s'y perd un peu dans des projets de R&D. Donc, merci Arthur pour la slide. Donc, on va y passer. Et voilà, donc à vous, monsieur, à vous David. Voilà, donc ce que je voulais illustrer à travers cet exemple, donc c'est le projet 3D qui regroupe 11 partenaires. Et dans ce projet 3D, en fait, il y a surtout 4 partenaires clés qui sont ArcelorMittal, l'IFP, EN, Axens et Total. C'est un peu, je dirais, le cœur, les partenaires clés et qui ont structuré ce projet-là. Dans les projets européens, il y a différents types de projets. Il y a des projets recherche et innovation et des projets innovation. Donc, recherche et innovation, c'est plutôt au niveau académique, au niveau recherche, et les projets innovation sont plutôt au niveau développement, pré-commercialisation, pré-industrialisation. Et ce qui est intéressant à travers les projets européens, c'est qu'on peut travailler, et c'est souvent ce qui est demandé d'ailleurs dans les appels, on peut travailler non seulement sur développer une nouvelle technologie, et c'est dans le cadre de ce projet 3D, où on développe une technologie de captage de CO2 à la sortie d'un haut fourneau du site de Dunkerque. C'est une technologie d'IFP Axens. Et ça, c'est la première étape. Donc, on démonte cette technologie à une échelle semi-industrielle, à l'échelle démonstrateur. Mais ce qui est important aussi, c'est qu'au-delà de la démonstration et de l'innovation, c'est aussi travailler sur le développement d'une nouvelle chaîne de valeur. Et donc, ces projets européens innovation permettent de regrouper différents acteurs académiques, mais aussi industriels, sur différents éléments de la chaîne de valeur que l'on souhaite mettre en place. Et ici, la chaîne de valeur, c'est une chaîne de valeur CCS qui contient la partie captage, donc avec la partie démonstration, la partie transport et la partie stockage du CO2. Et donc, on a différents types de work packages qui structurent ce projet-là et qui des risques, qui analysent, qui étudient l'ensemble de la chaîne de valeur avec différents partenaires. Et donc, on retrouve bien sûr des partenaires académiques. Si je prends par exemple sur la partie transport, on retrouve la DTU, l'Université du Danemark, mais on retrouve aussi des industriels comme ArcelorMittal et Air Products.
pour la partie, on va dire, conditionnement du CO2 avant le transport. Et pour le transport, on retrouve des acteurs industriels qui sont les engineering norvégiennes Brevik et des transporteurs, surtout par pipeline de type Gasco. Donc vous voyez qu'en fait, on arrive à regrouper un certain nombre de partenaires selon leur rôle dans la chaîne de valeur autour de différents power packages. Et c'est un peu toute la rigueur que nous nécessitent les projets européens. C'est une rigueur que l'on connaît bien dans le développement de projets. C'est bien d'associer le rôle à chaque partenaire dans la chaîne de valeur. Et ce qui permet d'avoir la meilleure valeur ajoutée de chaque partenaire. Et ça, c'est vraiment ces clés. C'est le choix des partenaires, de voir comment ces partenaires vont s'impliquer dans les différentes work packages du projet. Et c'est vraiment la clé de la réussite, justement, c'est de pouvoir bien sélectionner ses partenaires et leur rôle dans le projet. Et donc, ce type de projet regroupe, vous voyez bien, des industriels, ArcelorMittal, Total, des développeurs de technologies comme Axens, comme Brevik, par exemple, mais aussi des académiques comme la DTU, comme l'Institut français du pétrole. Donc, on a vraiment des différents acteurs qui jouent chacun leur rôle dans ce projet-là. Et ce projet-là a permis d'avoir une chaîne complète, de démontrer cette chaîne complète pour un montant de l'ordre de 20 millions d'euros avec un financement de 15 millions d'euros. Donc vous voyez qu'il y a des effets de levier tout à fait intéressants d'un point de vue financier, au-delà de l'effet de levier et compétences autour de cette chaîne de valeur. Très bien. Merci beaucoup, en tout cas, David, pour cette présentation. Je rappelle effectivement quelques points. Donc, la diversité de ces acteurs, on a vu de façon très, très claire avec votre projet quelle pouvait être finalement. L'importance que vous mettiez sur la rigueur chacun devait savoir quel était son rôle dans ce projet-là. Et bien sûr, nous rappeler l'effet de levier financier qu'on peut avoir sur ce type de projet. Je vais passer maintenant à Rescoll. Vous aviez, je crois, un projet sur les batteries, e-Modbat, que vous aviez fait notamment avec une entreprise avec un organisme qui s'appelle Sidetech. Et si vous pouvez peut-être nous en parler un petit peu, ce qui serait intéressant, c'est de savoir comment se prépare et surtout comment se prend la décision d'y aller pour ce type de projet, en l'occurrence pour vous. Alors, le projet e-Modbat, c'était un projet européen qui a rassemblé 14 partenaires autour de la thématique de recyclage des batteries pour les véhicules électriques. Donc notre rôle à Rescoll, c'était de développer et de caractériser les nouveaux matériaux fonctionnels pour la fabrication du boîtier de la batterie. Donc tout cela en évaluant l'impact environnemental via une méthodologie d'analyse de cycle de vie. Donc dans ce projet, en fait, on a été sollicité par Sidetech, qui est un institut de recherche espagnol avec qui on a l'habitude de travailler, que ce soit dans des études B2B, mais aussi surtout dans des projets européens, puisque avec eux, on a vraiment des interactions assez régulières. Donc, on a, au niveau de la décision, donc on a eu un premier contact avec eux, une première réunion qui nous a permis de mieux cerner le projet. Donc, ils nous ont présenté vraiment, donc, comme disait Monsieur Neuvy-Catou, toute la chaîne de valeur en fait du projet. Donc, où on allait pouvoir se positionner, où se positionner, quels étaient les différents acteurs. Donc, il y avait, parmi ces 14 partenaires, il y avait par exemple le CEA, il y avait des instituts de recherche européens, il y avait des end-users, qu'ils soient allemands, autrichiens ou luxembourgeois. Donc, il y avait vraiment toute cette chaîne de valeur qui était construite autour d'un concept de nouvelles batteries. Donc ensuite, nous avons validé en interne avec notre équipe d'ingénieurs la faisabilité de ce concept, mais également la pertinence du projet par rapport à la feuille de route innovation qu'on a en interne à Rescoll. Car lorsqu'on monte un projet, on évalue également le risque que le projet ne puisse pas aboutir. C'est aussi une des inquiétudes qu'on peut avoir lorsqu'on monte un projet collaboratif. Et donc en fait, il faut également pouvoir valoriser les développements que l'on réalise lors de ce projet pour pouvoir justement valoriser par la suite tout ce qu'on fait. Donc, ce qui était vraiment important dans ce projet, c'était voilà, que chacun trouve sa place parmi voilà, toute la diversité d'acteurs qui y avait autour de la table. Donc, lorsqu'on monte un projet, en général, voilà, on essaye vraiment de savoir
où sont les bornes du projet, quel est le rôle de chaque partenaire dans le projet pour bien se focaliser sur ce qu'on a à faire. Et évidemment, il y a toujours des doublons, il y a toujours des partenaires qui ont les mêmes compétences que vous. Mais de toute façon, voilà, en général, c'est des gens qui sont intelligents et on peut s'arranger, on peut négocier, savoir qui fait quoi et vraiment essayer de valoriser au mieux les développements en interne. Très bien, merci beaucoup, donc Pierre, pour ce partage. Peut-être pour François, un peu la même question. Je crois que vous aviez un projet INSPEX avec le CEA également, CEA Leti. Vous avez commencé à nous en parler un petit peu tout à l'heure. Comment se prépare et comment se prend la décision de se lancer un projet tel quel? Pourquoi est-ce que finalement vous avez choisi, en tant que start-up, au moment de votre création, de vous lancer sur un projet finalement à long terme, en tout cas sur une période de temps qui est assez forte pour une start-up comme la vôtre, plutôt que de faire d'autres choses finalement, d'autres choix? Ok, alors pour mettre juste un petit peu le contexte, donc chez GoSense, on a conçu un produit, Rango, un produit électronique qui se fixe sur une canne blanche et qui a pour but donc de détecter les obstacles qui sont sur le chemin d'une personne déficiente visuelle et lui permettre de percevoir les obstacles par du son, et du son qui va être spatialisé. On parle du coup de réalité augmentée sonore. L'objectif, finalement, c'était de permettre aux personnes de se déplacer sans voir. Et en fait, dès le début, on avait comme ambition de pouvoir ensuite s'ouvrir à d'autres marchés où des problématiques peuvent être similaires, comme les problématiques des pompiers, par exemple, qui doivent du coup se déplacer dans un environnement qui est enfumé. Donc, en tout cas, on avait un enjeu technologique et un challenge technologique qui était assez énorme parce que au moment de la création de GoSense, et c'est encore le cas, aucun capteur sur le marché ne permettait de répondre aux problématiques qu'on avait, qui étaient des problématiques d'intégration, avec du coup nécessité d'avoir une consommation qui soit très limitée, d'avoir pourtant une détection 3D avec un très large angle de vue, à un coût qui soit relativement réduit et à un poids qui soit faible. Donc, on avait des challenges assez énormes. On savait du coup que le développement de notre propre capteur allait passer par différentes étapes et qu'on allait petit à petit l'améliorer et qu'on allait avoir besoin du coup de beaucoup de financement pour arriver à le développer. Et du coup, de par mon expérience des programmes de recherche précédents, connaissance de la non-complexité finalement de ces projets-là, on a décidé de monter un projet de recherche qui s'appelle INSPEX avec le commissariat à l'énergie atomique. L'objectif du projet était de concevoir un capteur 3D, donc portable, sur une personne, sur un drone, qui soit léger en tout cas, multicapteur, c'est-à-dire qui intègre différents types de technologies de capteurs, et essayer de faire un capteur qui soit ultra robuste, qui fonctionne quelle que soit la météo, à une consommation électrique faible. Voilà. Donc, l'idée est de réutiliser des capteurs qui peuvent déjà un peu exister dans le domaine de l'automobile, en tout cas qui se développent beaucoup, pour en faire quelque chose d'intégré, beaucoup plus petit, qui consomme moins. Voilà. Et avec un démonstrateur dans le cadre du projet qui était du coup un produit, un prototype qui se fixe sur une canne blanche pour mieux percevoir l'environnement. Voilà. Et donc, nous, juste pour rebondir sur ce qui a été dit tout à l'heure sur les problématiques de propriété intellectuelle, et en effet, je ne l'ai pas souligné tout à l'heure, mais c'était une vraie question aussi pour nous qui développons notre propre capteur. En effet, par la décomposition du projet en différents work packages, on a pu travailler sur un work package sur lequel aucun des autres partenaires ne travaillait. On n'a pas travaillé dans le cadre du projet sur la conception précisément de notre capteur, parce qu'il y avait des risques de recoupement un peu de propriété intellectuelle. Donc, on a travaillé sur d'autres parties dans le cadre de ce projet-là, et du coup, ça n'a pas été un problème. Très bien, merci beaucoup. Je retiens effectivement donc cette ambition qui allait au-delà, bien sûr, des personnes déficientes visuelles, et donc du coup qui nécessitait, j'imagine, de votre côté, un renforcement de l'aspect innovant de votre produit, et donc du coup une taille de financement que ne pouvait vous apporter pour votre entreprise, notamment pour les raisons de fonds propres, j'imagine, uniquement un projet de recherche. Et puis cette non-complexité pour vous des projets européens. Donc en tout cas, c'est intéressant comme témoignage, et cette intéressante approche sur les work packages, notamment par la propriété intellectuelle. Merci. Je reviens finalement à mon premier intervenant pour cette dernière question avant de passer aux questions de l'audience. Donc, Monsieur Bernardini.
Donc, vous qui accompagnez des entreprises qui se lancent parfois pour la première fois, quels sont les profils d'entreprises qui reviennent souvent? Qu'est-ce qui les distingue des autres? On a parlé un petit peu déjà en intro, mais peut-être que vous pouvez nous rappeler et nous donner plusieurs éléments à ce sujet. Oui, c'est une bonne question parce que, alors, en tant qu'agence régionale d'innovation, en fait, notre approche est surtout d'aider des entreprises pour qui c'est quelque chose de neuf. C'est-à-dire que, pour reprendre une image qui est assez galvaudée, on ne veut pas aider une entreprise à avoir son 343e projet européen, mais c'est vraiment de pouvoir élargir la base. Et ça a été très bien dit par Dominique Carlac. En fait, c'est comment aider à faire que beaucoup plus d'entreprises d'un territoire comme le Grand Est puissent participer à des programmes européens. Donc c'est pour ça que le triptyque qui est de démystifier et accompagner et puis ouvrir à l'international est extrêmement important. Et dans les profils, en fait, on a un peu de tout. C'est-à-dire qu'on a à la fois des entreprises qui sont des entreprises très technologiques, souvent issues de la recherche publique, donc ce qu'on appelle vulgairement des startups, voire des entreprises qui sont des startups qui ont déjà grossi, plutôt des scale-up. Donc ça, ce sont des entreprises qui vont assez facilement vers les programmes européens. Pourquoi? Parce qu'ils sont issus de la recherche, parce que dans les équipes, vous avez des gens qui sont anglophones, donc qui maîtrisent très très bien la langue, qui permet de répondre aux programmes européens, parce qu'on ne l'a pas dit, mais les réponses se font évidemment en anglais. Souvent, ce sont des gens qui ont des connexions avec des laboratoires, donc ça aide aussi à pouvoir constituer des consortiums. Donc, c'est une première cible. Après, vous avez des entreprises qui sont des PME, voire des ETI, qui sont un peu plus grosses, qui font déjà de la R&D. Donc, très souvent, ces entreprises se rejoignent sur le fait qu'elles ont une cellule R&D. Mais par contre, elles n'ont jamais fait de projet à l'international. C'est-à-dire qu'elles ont une assez bonne maîtrise des modes de financement classiques, qu'ils soient régionaux ou nationaux, notamment au travers d'un accompagnement par la Banque publique d'investissement, la BPI, mais elles n'ont jamais fait de projet international. Donc là, on va les accompagner vraiment sur leur premier projet européen dans lequel ils vont rentrer dans une dynamique différente, qui est de travailler avec des gens qui ne sont pas forcément à la même position qu'eux dans la chaîne de valeur, ça a été dit, et qui ne sont pas forcément dans le même pays. Donc là aussi, on va les ouvrir, les aider à s'internationaliser. Et puis, on a un troisième type d'entreprise. Alors, c'est assez nouveau, ça date d'à peu près un programme CAM, c'est de voir des filiales de grands groupes internationaux, des usines parfois, qui intègrent des programmes européens et pour qui c'est la première fois, puisqu'en fait, c'est souvent de la R&D qui est fait au niveau des sièges. Mais là, par exemple, j'ai en tête un projet qui était dans lequel on avait Peugeot qui était intégré, qui était un projet Fast Track to Innovation, et dans lequel c'est l'usine de Mulhouse qui en fait était en lead sur le projet parce qu'elle devait intégrer et tester une technologie de contrôle non destructif en temps réel. Et pour eux, c'était quelque chose d'extrêmement nouveau. Et comme on les connaît bien, puisque c'est notre spécificité, on est très ancré sur un territoire. Donc, ils nous ont appelés, on a travaillé avec eux et avec le siège de Peugeot. Je fais un coucou à quelqu'un qui, je sais, est dans la liste et qui a beaucoup travaillé sur ce projet et sur lequel, justement, on a pu faire le lien entre ces différents territoires. Donc, vous voyez, on a une diversité d'entreprises qui est extrêmement... c'est très, très, très varié. Pour nous, ça représente à peu près, sur un programme cadre, sur une région comme le Grand Est, plus d'une centaine d'entreprises. Et c'est très varié en termes de secteur. C'est-à-dire qu'on a à la fois des gens qui sont très high-tech. Je cite tout de suite les sujets qui sont liés autour de la santé, de la biotechnologie, du numérique. On voit beaucoup de choses aujourd'hui sur la transformation environnementale et énergétique également, et sur la transformation industrielle. On a vraiment, vraiment de tout, quoi. Voilà, c'est très varié, et c'est aussi le charme du métier, puisque finalement, dans un projet européen ne ressemble pas forcément à un autre projet européen. Et donc, c'est ce côté où finalement, on travaille sur des histoires et des aventures qui sont extrêmement différentes. Et je terminerai parce que le monde est extrêmement petit. Je viens d'entendre parler d'écodisme. Et en fait, dans une vie antérieure, j'ai participé au montage de ce projet. Et je me rappelle très bien avoir appelé Rescol à l'époque. Et comment ça s'est fait? C'est tout simplement parce que Rescol était identifié comme participant à des projets sur des bases de la Commission européenne. Et j'ai trouvé un numéro de téléphone. Je crois que c'était Constantin que j'ai eu au téléphone. Et c'est comme ça que l'aventure s'est faite. Et c'est pour ça que je termine, et ça c'est un bon conseil, c'est n'hésitez pas à vous inscrire sur les bases de données européennes parce que vous devenez ainsi visible. Et parfois pour un laboratoire ou pour une grosse boîte qui a besoin d'avoir un partenaire industriel dans un autre pays que le sien, ça peut être extrêmement utile pour pouvoir le trouver et pouvoir vous faire identifier. Voilà. Très bien, merci. Merci beaucoup. Je vais prendre quelques questions dans le chat. Alors, il y avait une question de M. Teinturier donc, sur les fonds propres. Il y a eu une réponse qui a déjà été donnée. Non, effectivement, ça n'a pas été un problème, en tout cas pour GoSense. S'il y a quelqu'un d'autre parmi les intervenants qui a une
peut-être une expérience différente ou pas, n'hésitez pas. Alors, je vais peut-être rebondir là-dessus parce que c'est vraiment un sujet qu'on traite très souvent. Pourquoi? Parce qu'on a affaire souvent des petites entreprises qui se posent la question suivante qui est est-ce que je vais en gros devoir subir les mêmes règles que celles qui me sont imposées par des financeurs nationaux ou régionaux qui est 1 euro de fonds propres égale 1 euro de fonds publics. Ce qu'il faut savoir en effet, c'est que la Commission européenne n'applique pas les règles qu'elle demande aux autres d'appliquer, et donc sa vision de la santé financière des entreprises est assez différente que celle qu'on peut avoir au niveau régional ou au niveau national. Et je vais vous donner un exemple extrêmement précis. On a eu une entreprise qui s'est créée, qui, une semaine après sa création, dépose un projet européen, qu'elle va gagner. Elle avait 50 000 euros de fonds propres. Subvention totale du projet, 11,8 millions. Vous voyez qu'il y a un léger décalage entre les deux. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que la Commission européenne n'est pas folle, donc pour éviter que ça parte, qu'il y ait un risque là-dessus, tout simplement, on a basculé la coordination, et ce n'est pas l'entreprise qui a coordonné, mais c'est une université. Parce que là, il n'y avait pas la même problématique. Donc, voilà, la notion de fonds propres, elle n'est pas exactement la même. Vous avez, alors je ne sais pas sur le nouveau programme 4 si on a le même outil, mais il y a un petit outil qui est disponible, un petit tableur que dans lequel vous injectez vos données financières, et ça vous donne un feu vert, rouge, jaune, qui évalue votre santé financière et qui vous dit, ben voilà, vous pouvez y aller, là, attention, ou là, non, c'est rouge, vous ne pouvez pas y être. Mais ce n'est pas du tout les mêmes règles qu'on observe au national ou au régional. Très bien, merci beaucoup. Peut-être une toute dernière question, je crois peut-être pour M. Nelicato. Avez-vous une stratégie interne dans votre groupe pour essayer d'emmener des PME avec vous? Alors, il faut savoir que au niveau du groupe Total, aujourd'hui, on n'a pas vraiment de stratégie en place sur les projets collaboratifs et européens. Elle est en train de se construire et se mettre en place, essentiellement parce que notre stratégie au niveau du groupe est en train d'évoluer. Et c'est vrai qu'on est plus orienté maintenant vers les énergies renouvelables, l'économie circulaire et la bioéconomie. Et donc, ce sont vraiment des nouvelles thématiques que l'on aborde. Et c'est vrai qu'on voit que les projets collaboratifs européens sont pour nous un moyen d'accélérer nos développements. Dans le cadre de nos projets européens, justement, on travaille assez souvent avec nos partenaires R&D. Et c'est vrai qu'on profite de ces projets européens pour embarquer nos partenaires, je dirais, habituels. Et c'est vrai que pour des nouvelles chaînes de valeur, il est intéressant aussi d'embarquer de nouveaux acteurs avec qui on n'a pas l'habitude de travailler, parce qu'on n'est pas forcément présent sur tout l'ensemble de la chaîne de valeur. Et c'est toute l'importance du rôle de coordinateur aussi, de pouvoir, et des autres partenaires, de pouvoir apporter leurs partenaires habituels dans un cas d'un projet européen. Bien, merci. Peut-être une question en conclusion, parce qu'on va bientôt devoir rendre l'antenne, entre guillemets, parce que je crois qu'il y a une autre keynote qui prend la suite dans 5 minutes. Une dernière question, finalement, le call to action maintenant. Donc, pour toutes les entreprises qui nous écoutent, je crois qu'il y a plus d'une centaine de personnes qui sont en ligne, qu'il faut aller voir. Finalement, si vous pouvez, à tour de rôle, prendre la parole et nous dire un peu quelles sont les personnes que vous conseillez d'aller voir dans un premier temps, on va dire. M. Bernardi. Alors, votre micro est coupé, désolé. Ouais. Donc, pour faire court, je dirais, je vais être un peu égoïste, aller voir les acteurs de proximité, donc Agence régionale d'innovation, pôle de compétitivité. N'oubliez pas la BPI, puisque Christian va en parler après, mais il y a tout un accompagnement qui est derrière. Donc, pensez aux acteurs locaux pour déjà prendre des renseignements, surtout si c'est quelque chose qui, pour vous, est neuf comme sujet. Voilà, et puis également d'aller consulter les sites internet très très bien faits. Je pense à celui du ministère de la Recherche sur Horizon Europe, qui est une bonne manière, une bonne entrée par rapport, je pense, mieux que d'aller directement sur le portail du participant de la Commission européenne. Beaucoup plus didactique. Voilà. Très bien, merci. François Birot. Oui, alors moi je dirais qu'en fait, nous, comme on était une petite entreprise, start-up qui fait des produits avec un but social, en fait, on coche pas mal de cases justement dans les cadres des programmes de recherche européens et beaucoup de laboratoires ou entreprises qui montent des projets
en fait, ont besoin un peu de cette petite case à cocher dans le montage de leur projet. Donc, nous, en fait, on est allé voir typiquement le CEA et en fait, on a déjà, dès le début, été en lien avec des laboratoires qui étaient intéressés par le fait de monter des programmes de recherche avec nous. Donc, je dirais en fait de choisir le partenaire qui paraît le plus pertinent d'un point de vue technologique et d'aller le voir, le rencontrer. Et il sera probablement intéressé par le fait de monter un programme de recherche avec vous si vous êtes une petite entreprise en tout cas. En tout cas, donc, du coup, se rendre visible pour être sélectionné par ces personnes-là. Pierre Brignoux. Alors, je dirais les contacts à aller voir, je dirais oui, les associations d'entreprises de type, nous, on est membre de la SRC, par exemple, qui est une association d'entreprises, et également ou de France Innovation. Vous pouvez également participer à des groupes de travail. Il y a des groupes de travail européens qui existent de type ECP4 ou EMAT qui permettent de louer des liens en fait avec des partenaires, alors des partenaires français, mais également surtout des partenaires étrangers, ce qui est quand même nécessaire dans un projet européen. Vous pouvez aller voir les cabinets de conseil en innovation, les pôles de compétitivité qui sont très actifs. Après, je pourrais aussi vous conseiller de venir voir Escol pour évidemment pour monter les projets, puisqu'on est sur beaucoup de maillons de la chaîne de valeur. J'aurais également peut-être un conseil pour les autres partenaires ayant envie de se lancer dans l'aventure, c'est surtout aussi d'anticiper les appels à projets et anticiper le montage d'un dossier européen parce que c'est quand même assez long. C'est un petit peu au niveau temporalité, c'est assez long pour le montage. Il faut également que les technologies que vous allez proposer soient pertinentes par rapport à l'appel à projet dans lequel vous essayez de rentrer. Et vraiment ce côté réseau, donc s'entourer de partenaires vraiment compétents pour la préparation et la réalisation de ces projets. Donc ça, c'est vraiment un point essentiel, le réseau. Donc avoir une visibilité maximale et vraiment s'intégrer dans tous les réseaux et organisations ou structures dans lesquelles vous pourriez participer. Très bien, merci beaucoup. Et peut-être pour en finir avec David Nevicato, alors peut-être pour vous, ce n'est pas tellement qui aller voir, parce que la question se pose moins pour vous, mais finalement, les gens qui voudraient faire un projet avec Total, comment est-ce qu'ils pourraient faire pour être repérés? Mais il n'y a pas de stratégie PME, comme vous le dites. Alors, aujourd'hui, dans certaines grandes entreprises françaises, il y a en fait des directions qui sont en charge des projets européens ou collaboratifs. Chez Total, c'est en train d'être mis en place et ça sera effectif à partir du mois de septembre. J'ai presque envie de dire, avant de s'adresser aux grandes entreprises, il ne faut pas oublier les EPIC, les établissements publics à caractère industriel et commercial, type CEA, ADEME, IFPEN, BRGM, qui ont vraiment l'habitude de travailler sur ces appels à projets, qui sont en contact avec les grandes entreprises et qui peuvent aussi, et qui apporteront, je dirais, porteront les projets des petites entreprises aussi dans le cadre de projets européens. Je crois qu'il ne faut pas les oublier. Et enfin, je voudrais quand même ressouligner le rôle du ministère de la Recherche, du MESRI. Et entre autres, c'est vrai que le site Internet, il est très bien fait. Et il y a des points de contact nationaux qui sont aussi, par rapport à vos thématiques, sont des relais qui connaissent les différents acteurs français et participants dans ces projets européens et peuvent aussi vous aider à les identifier. Très bien, merci à tous. Il me reste à vous remercier, donc à vous quatre, pour avoir partagé votre expérience. J'espère que que les auditeurs ont pu trouver une partie des réponses, en tout cas, qu'ils venaient chercher. Pour le reste, n'hésitez pas, en tout cas, à prendre contact avec les organisateurs de cette table ronde, de cette matinée, donc la NRT et le MEDEF, France Industrie. Et voilà. Merci beaucoup. En tout cas, je vais passer la parole donc au suivant, donc finalement avec une transition toute faite, qui est donc une raison de plus pour s'engager, la facilitation des relations entre grands groupes et PME. Je passe la parole donc à notre second grand témoin, qui est Vincent Clos, Business and Open Innovation Director de Thales Alenia Space. Encore merci pour votre participation et bienvenue en Europe. Bonjour, merci à tous. Vous m'entendez? Le son est bon? Oui, nous vous entendons. C'est parfait, on vous entend. Bien. Très bien, mais merci beaucoup Amaury pour la transition. En effet, donc, je suis Vincent Clos, je suis en charge de l'innovation ouverte
et de l'incubation interne pour Thales Alenia Space, la filiale spatiale du groupe Thales. Est-ce qu'on pourrait passer sur la seconde planche, s'il vous plaît? Donc, en attendant qu'on passe sur la seconde planche, tout d'abord, je voudrais remercier chaleureusement France Industrie et tous les partenaires de ce webinaire au nom du groupe Thales et de Thales Alenia Space pour nous donner l'opportunité de témoigner sur notre expérience, effectivement, avec le Conseil européen de l'innovation, le IC. Peut-être quelques mots de contexte un peu par rapport au témoignage que je vais vous donner derrière. En tant que grand groupe, Thales Alenia Space, on est donc la filiale spatiale du groupe Thales, 67% Thales et 33% Leonardo, un groupe italien sœur. Notre empreinte est principalement dans une petite dizaine de pays européens, dont environ 3000 personnes en France entre Toulouse et Cannes, sachant qu'on est environ 8000 employés globalement. Et on travaille dans tout ce qui est infrastructure spatiale, que ce soit les satellites, les systèmes d'exploration, par exemple la Station spatiale internationale, mais également toutes les missions vers la Lune, vers Mars, et également tout ce qui est relais terrestre vers l'espace, tels que les stations. Donc de mon côté, comme je disais en introduction, je suis en charge des démarches d'innovation interne et externe, et à ce titre, j'ai eu et continue à avoir le bonheur et le privilège d'interagir régulièrement avec le Conseil européen de l'innovation pour notre bénéfice. L'idée étant, pour une société comme la nôtre tournée vers l'innovation, d'être constamment à la recherche des meilleurs partenaires. Donc, de notre côté, on est organisé tant vers les institutions européennes que vers les PME et les startups. Et donc, l'idée, c'est de bénéficier, d'aller chercher à la fois les meilleures sociétés, mais aussi de s'appuyer sur l'écosystème et les meilleurs acteurs pour nous aider de ce côté-là. Donc, je vais partager avec vous les avantages que l'EIC nous apporte en tant que grand groupe. Donc, effectivement, l'EIC est plutôt tourné a priori vers les petites et moyennes entreprises et les ETI, mais on y trouve également notre bénéfice. Donc, pour commencer, la relation de notre côté a débuté lors de la phase pilote de l'EIC, au travers du programme FET, donc Technologie Future et Émergente. À ce titre-là, le groupe Thales a pu mener un certain nombre de projets amont collaboratifs avec un certain nombre d'acteurs, y compris des PME, des ETI, et notamment sur le quantique, un domaine extrêmement important pour nous et sur lequel on a pu s'appuyer sur ce premier mécanisme de l'EIC. Plus récemment, donc c'est l'image que vous pouvez voir sur la droite, fin 2020, on a mené une journée, donc ce qu'on appelle un Corporate Day, via l'entité Business Acceleration Services de l'EIC. Donc, c'était une journée d'échange entre un certain nombre de parties prenantes côté Thales Alenia Space, nos experts sur différents domaines, ainsi que les business lines, et une douzaine de PME européennes. Et je voulais partager un petit peu plus sur cet événement en particulier, parce que ça a vraiment été une étape supplémentaire dans notre relation avec l'EIC, au-delà, je dirais, des mécanismes entre guillemets classiques qu'on peut connaître au niveau des instances européennes ou des institutions en général. Ça a été un moment qui nous a vraiment fait prendre conscience de l'intérêt et la valeur ajoutée de l'EIC pour nous, et je pense aussi pour les PME et les ETI et les startups derrière certaines de ces PME qui ont participé. Je vais étayer mon propos. Donc de notre côté, pour ceux d'entre vous qui sont dans toutes ces démarches d'innovation, je suis certain que vous avez l'habitude, vous connaissez ces moments d'échange, ce qu'on appelle des pitchs, qui peuvent être organisés entre grandes entreprises et plus petites entreprises. De notre côté, ça fait un certain nombre d'années qu'on fait ça avec des différentes organisations françaises, européennes et mondiales qui jouent le rôle de mise en relation entre nous et ces plus petites entreprises. Et je voudrais vraiment partager que sur les 5 dernières années, c'est celui qui a apporté le plus de satisfaction au niveau de Thales Alenia Space en particulier. Pour vous partager quelques chiffres, plus de 120 sociétés ont candidaté. Donc, c'était toutes des sociétés déjà supportées par l'EIC d'une manière ou d'une autre. Parmi ces plus de 120 donc, ont candidaté pour participer à cette journée. Habituellement, on a plutôt entre 20 et 30 candidatures sur ce type d'événement.
Pour aller plus loin, la qualité de la préparation des sélectionnés fut telle que nous continuons d'avancer avec 80% des sociétés rencontrées, donc sur la douzaine rencontrée, que ce soit au travers de contrats effectifs, donc un vrai accès au marché dès à présent, ou de discussions qui sont toujours en cours. Notre retour d'expérience, habituellement, on est plutôt à 30% au mieux. Donc, on peut être qu'extrêmement satisfait et je pense qu'en retour, il est certainement de même pour les PME participantes, donc qui étaient à travers les différents pays européens couverts par la Commission. Un troisième axe de collaboration où l'EIC vraiment agit comme facilitateur pour nous et nos relations avec l'écosystème des PME et des ETI, c'est la capacité de co-investir ensemble. C'est-à-dire que de notre côté, on a en portefeuille un certain nombre d'investissements. L'EIC, de son côté, soutient financièrement un certain nombre de pépites. Et dans les deux cas, il peut être bénéfique pour tout le monde, y compris les pépites concernées, d'avoir un double investissement de l'EIC et d'un grand groupe tel que Thales. Donc, on commence à regarder comment travailler ensemble sur ce volet avec l'EIC, soit directement sur le fonds existant, mais aussi sur des sociétés précises. Et enfin, dans l'objectif d'accélérer son innovation, un grand groupe comme Thales regarde en permanence des opportunités d'essaimage de certaines activités, y compris avec des PME impliquées. Donc, on parle de notion de joint venture, hein, donc les PME impliquées dans ces nouvelles structures. Et l'EIC, à travers ses capacités de support, et notamment financier, est là aussi un vecteur majeur que nous regardons sur les projets concernés. Donc, en conclusion, plusieurs angles sous lesquels un grand groupe comme nous, comme Thales et Thales Alenia Space, est amené à travailler avec l'EIC. Et véritablement pour notre bénéfice en tant que grand groupe, mais vraiment de notre fenêtre, celui des PME et des ETI. On a véritablement créé des relations qu'on n'aurait pas créées autrement. Et donc, véritablement, l'EIC a un rôle essentiel dans l'écosystème d'innovation d'un grand groupe comme le nôtre, en nous permettant de déployer notre stratégie externe plus en avant. Et je ne peux qu'encourager les autres grands groupes, mais aussi les PME et les ETI, à s'appuyer au maximum sur les moyens offerts par l'EIC. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une bonne continuation de webinaire. Merci à tous. Merci beaucoup Vincent Clos pour ce témoignage particulièrement éclairant sur ce nouvel outil d'Horizon Europe. Je suis Pierre Lafont, le directeur du bureau Europe de France Industrie, organisation professionnelle regroupant les industriels de France, fédération et grandes entreprises. Et j'ai l'honneur aujourd'hui d'animer la seconde table ronde de ce webinaire. Alors, après avoir cherché à comprendre le pourquoi participer au projet d'Horizon, cette table ronde aura pour objectif de tenter de répondre au comment. Quelles sont les modalités et les critères pour réussir son projet et en tirer profit? Pour nos idées à y voir plus claires, nous accueillons 4 intervenants. Laure Quintin, vous êtes directrice de projet Europe chez Minalogic, le pôle de compétitivité des technologies du numérique en Auvergne-Rhône-Alpes, et aussi vice-présidente de l'Association française des pôles de compétitivité. Merci d'être parmi nous. Jean-Luc Di Paola Galloni, vous êtes Corporate VP Développement durable et affaires extérieures chez Valeo. Bertrand Vielrobe, vous êtes CTO chez Poietis, entreprise biotech. Et enfin, Elena Biliriza, vous êtes directrice de la recherche et de la valorisation à la faculté de lettres de Sorbonne Université. Merci à vous tous et au nom de France Industrie et de tous les co-organisateurs, nous sommes très heureux de vous accueillir aujourd'hui. En introduction, quelques petits rappels sur le déroulé de cette table ronde. Elle durera une quarantaine de minutes, sera divisée en 2 parties. Une première partie où chaque intervenant sera invité à donner quelques mots d'introduction, puis une seconde partie de questions-réponses avec la salle virtuelle. À nos participants, vous pouvez poser vos questions pour la seconde partie via le chat. Je me tourne maintenant vers nos participants. Pour commencer, j'aimerais vous poser une question. En quelques mots, quels sont selon vous les 3 facteurs clés d'une candidature et d'un projet réussi? Laure Quintin, que pourriez-vous nous répondre? Laure, vous êtes en mute. Bon, bonjour, faux départ. Merci Pierre en tous les cas et bonjour à tous.
Donc, le rôle des pôles de compétitivité est d'accompagner la croissance de ses adhérents par la R&D collaborative. Mais pas que. On a beaucoup parlé dans la table ronde numéro 1 de la R&D collaborative. La Horizon Europe va, comme l'a fait Horizon 2020, financer également aussi des actions de rapprochement de réseaux, de création ou de consolidation de chaînes de valeur industrielles, d'adoption de technologies par de nouveaux acteurs, que ce soit en B2B ou même en B2C. On va dire, citoyens européens vont de plus en plus être des acteurs majeurs des financements européens de l'innovation. Mais aussi, vous pouvez uniquement, avec les projets européens, voir le développement de POC ou le déploiement ou le test à plus petite échelle de technologie, ou même, on en parlait avec Total, l'emploi de doctorants. Minalogic, en tant que pôle de compétitivité, a participé à des projets européens qui visaient à rapprocher nos réseaux, à nous rapprocher, pôle, de nos homologues clusters en Europe, au sein notamment d'une alliance qui s'est créée grâce à un projet européen, l'Alliance Silicon Europe. Donc cette alliance s'est agrandie et consolidée au fur et à mesure des projets européens qu'on a pu gagner. Le premier était un tremplin, on n'en a pas gagné énormément pour être honnête, hein, mais ça a suffi à consolider notre relation et confirmer notre intérêt commun qui était d'apporter à nos adhérents industriels, académiques ou même institutionnels les mêmes chances d'accès à des partenaires et à des nouveaux marchés qu'elles auraient pu trouver à l'échelle territoriale. Donc l'ancrage régional du pôle, qui est synonyme de proximité renforcée, et puis couplé à la connaissance fine de notre filière économique et industrielle, pour Minalogic, le numérique, notamment la microélectronique, le logiciel, la photonique ou les contenus et usages du numérique, nous ont en fait permis quand même d'aller à l'Europe au bénéfice de nos adhérents. Donc ceci s'est fait en adéquation et c'est mon premier facteur clé de succès avec notre roadmap stratégique, voire technologique. Parce que, en fait, l'appât du gain ne doit pas être la première motivation. Et je peux en témoigner par le pôle, car après, l'exécution du projet n'en est plus que difficile. Quand il vous faut répondre à un cahier, à une convention et un cahier des charges que vous avez pu définir avant, même si vous avez pu convaincre les financeurs, eh bien c'est compliqué d'exécuter quand c'est pas en phase avec vraiment la stratégie en fait de votre structure. Et à l'inverse, je peux aussi témoigner d'une entreprise adhérente de Minalogic qui s'est engagée dans un projet européen pour un montant vraiment dérisoire. Il existe des financements européens où le financement est très faible, mais par contre, il l'a fait pour pouvoir conquérir un gros client et ça a marché. Donc, le retour sur investissement ne s'est pas fait ou l'intérêt ne s'est pas retrouvé dans le financement en lui-même, mais en tous les cas dans la collaboration avec un gros client. Donc, pour réussir, en tous les cas, nous, l'évolution dans les projets européens, on a fait preuve d'ouverture et de partage. Donc, c'est le deuxième facteur clé, même si ça semble généraliste. Mais on va dire que démontrer une culture d'entreprise ou d'organisme tournée vers la collaboration et vers l'international, c'est le b.a.-ba et c'est aussi, bien sûr, un facteur clé, même si ce n'est pas si simple. Il faut aussi se montrer ouvert aux attentes du financeur et des autres partenaires.
Donc, si on les prend bien en compte, le déroulement du projet devrait bien se passer. Et là, bien sûr, vous pouvez vous appuyer sur des structures aussi d'accompagnement, les pôles de compétitivité notamment, pour dérisquer un peu l'exercice ou les autres acteurs de proximité que les agences d'innovation. Puis enfin, il nous aura fallu de la patience, et c'est mon dernier facteur clé, parce que les projets européens sont quand même un investissement à long terme. C'est une mine d'opportunités, tant sur du financement que sur les opportunités de collaboration, mais on ne gagne pas à tous les coups. Donc, personnellement, moi, je suis en charge des projets européens pour Minalogic depuis bientôt 6 ans. J'ai entamé ou accéléré, on va dire, cette activité. Et en fait, ce n'est que l'année dernière que j'ai ressenti les effets positifs et durables des actions qu'on avait mis en place dans les projets européens depuis 2013. Donc, ça prend du temps et il faut juste être patient parce que le retour est là. Voilà. Merci beaucoup, Laure. On retiendra stratégie, rapprochement, ouverture et patience. Jean-Luc Di Paola Galloni, partagez-vous ce point de vue? Oui, bonjour Pierre, bonjour Laure, bonjour à tous. Merci également de mon côté pour votre invitation. Alors je vais dire quelques mots d'introduction et répondre à votre question sur les facteurs clés. Donc Valeo est un grand groupe comme l'intervention d'avant de Thales. On est dans le secteur de la mobilité. On est un grand équipementier dédié à l'électrification et à la progressive autonomie de la mobilité sur route. Et en fait, l'approche qu'on a eue vis-à-vis d'Horizon Europe, elle est aujourd'hui un peu plus que décennale. Pour moi, si vous voulez, les facteurs clés, que ce soit un grand, un moyen ou un petit groupe, ou également un spin-off, un laboratoire de recherche, une start-up, une université, le point clé, c'est effectivement, comme vient de le rappeler Laure, c'est l'ouverture à l'international. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire non seulement dans l'opérationnel, évidemment, la quête de clients, de marché. Enfin, on est tous au courant que quand même, les sociétés du CAC 40 font une part relativement, je dirais, modeste de leur chiffre d'affaires dans l'Hexagone et de toute façon sont exposés à l'international au quotidien. En revanche, nous sommes fiers d'être très présents grâce à tous les outils de recherche en France. Mais ce qui est extrêmement important, c'est d'avoir une mentalité de coopération, de stratégie d'imbrication au niveau européen. Et c'est ça qu'offre Horizon Europe. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut d'une part dédier des personnes, alors c'est peut-être plus simple en termes de nombre de personnel dédié pour des plus grands groupes que des plus petits, mais en tout cas d'avoir pas nécessairement une équipe pléthorique, mais en tout cas d'avoir une ou deux personnes des départements de recherche sous les différents CTO qui sont dédiés en permanence à vouloir créer un écosystème et à y participer et à l'animer. Parce qu'avant même de répondre à un appel à projet, ce qu'il faut savoir, c'est que Horizon Europe, quel que soit le partenariat, et je vais vous citer après là où Valeo est présent, pour vous illustrer des exemples, en fait, on a besoin d'apporter notre contribution pro bono à l'écriture des feuilles de route. Et ça, c'est quelque chose que pas toutes les entreprises comprennent ou appréhendent. Ça demande du temps, ça demande, j'insiste beaucoup sur cet aspect pro bono, c'est en plus que ce que font les différents managers, directeurs de recherche ou chefs de projet, en plus de ce sur quoi ils sont notés, si je puis dire, ils sont évalués. Et c'est en animant ces plateformes de recherche, les associations européennes, que l'on apprend, notamment dans les journées de networking, à, je dirais, faire son propre choix stratégique de quel partenaire on veut avoir, avec lequel on veut s'associer. Et ça, c'est absolument clé
parce que ce n'est pas sous la contrainte d'un appel à projet que vous allez trouver en 10 jours de temps la bonne start-up, le bon partenaire universitaire, la bonne PME, le bon grand groupe. Parce que si vous n'avez pas échangé en amont pendant des mois et des mois et des années, c'est ça qui va faire la différence entre une société qui est déjà connectée et une entité qui ne l'est pas. Deuxièmement, moi je dirais qu'il faut la même intimité avec la culture de la Commission européenne, de qu'est-ce qu'elle attend à partir de ces appels à projets. Et là aussi, je dirais, c'est la deuxième conséquence de rentrer dans ce genre de associations et plateformes officielles de la Commission très en amont. Et là-dessus, pardon de le rappeler, mais la France, eu égard à son poids qu'on pourrait considérer comme étant quand même le deuxième pays dans les pays de l'Union après l'Allemagne, est très souvent pas forcément représenté à hauteur de son poids. Il y a beaucoup d'autres plus petits pays, par exemple l'Autriche, les Pays-Bas, qui ont peu de systèmes de recherche purement nationaux, tout en étant plus petits que la France, ont une véritable stratégie à la fois privée des entreprises, des entités et nationales pour innerver en dehors de leur taille la présence de toutes ces associations et plateformes européennes. Et il faudrait que la France y consacre, en tout cas les acteurs français, y consacrent un peu plus d'attention. Alors, je vais vous illustrer en quoi cela consiste. Pardon d'utiliser les exemples que je connais, c'est-à-dire ceux du monde de la mobilité, et vous verrez aussi du digital. Valeo est entré dans la plateforme de recherche automobile. J'en assure moi-même la coprésidence avec BMW. Et je peux vous dire que c'est un poste qui est extrêmement envié et demandé par mes compétiteurs allemands que vous soupçonnez, c'est-à-dire Bosch, Continental, Schaeffler, etc. Et c'est en donnant beaucoup je dirais, de ma personne, pardon de le dire comme ça, mais c'est la vérité, je veux dire, mon PDG, Jacques Aschenbroich, n'attend pas ce que moi je fais dans ces plateformes, mais c'est dans l'intérêt de Valeo de faire l'extra mile sur lequel on n'est pas rémunéré et où on contribue à faire des feuilles de route pour la commission, en l'occurrence la DG Transport, la DG Recherche et la DG Connect, qu'on obtient, je dirais, davantage d'intimité avec l'esprit des appels à projets. Et deuxièmement, que l'on s'associe dans tous les groupes de travaux, etc., au moment de la co-rédaction des feuilles de route, ce que l'on fait avec les autres partenaires. Et l'autre exemple qui est plus récent, je vois que Sophie Muller a rejoint, elle me connaît de chez Thales, c'est le partenariat dédié au digital, qui est cette initiative technologique jointe, en anglais Joint Undertaking ou en code GU, qui s'appelait jusqu'à présent Excel et dans laquelle ça dépasse très largement le secteur de la mobilité. Il y a évidemment Thales, Safran, l'aéronautique, le spatial, la santé digitale, et qui est en fait l'initiative jointe qui comment dire, soutient la digitalisation à la fois de l'industrie, tout le monde des semi-conducteurs. Côté français, ST Micro s'y taille une part absolument prépondérante et c'est tout à fait normal que le monde des semi-conducteurs soit aidé. C'est la nano-micro, les systèmes intelligents et ensuite l'applicatif, qu'il soit Thales, Valeo, Ariane Espace, santé, smart manufacturing, etc., etc. Et là-dessus aussi, on a pu présenter un certain nombre de projets, par exemple, je pense autour du neuromorphique, autour de la cyberphysique, qui sont transnationaux. Alors la complication du joint undertaking, c'est qu'il est tripartite dans notre cas, et donc vous avez également les États membres. Donc côté français, il y a quand même une instruction et un alignement à la fois avec la DGE et la BPI à faire dans le cadre des projets PSPC. C'est un peu plus complexe, mais là aussi, lorsque vous vous associez à un certain nombre d'acteurs, il faut faire le bon choix de pays
moi, je conclurai mon propos ici en disant qu'il faut davantage s'ouvrir aux pays qui sont les plus récents entrés dans l'Union, notamment les pays d'Europe centrale et orientale, parce que dans les appels à projets, la Commission européenne leur donne la priorité. C'est bien normal, je veux dire, la France et l'Allemagne en profitent depuis des années et des années. Quand vous avez la Lituanie, la Pologne, la Bulgarie, Chypre, la Lettonie, l'Estonie à l'intérieur, eh bien, ça vous aide. C'est un plus. Voilà. Je vous ai donné un certain nombre de facteurs clés. Je m'arrête là pour laisser la place aux autres. Merci beaucoup. Je retiendrai deux choses. La première, comme notre précédente intervenante, l'ouverture. Vous parliez d'écosystème, quelque chose de très important. De préparer ça, comme Laure le disait, en amont de tout appel à projet. Et d'autre part aussi, comprendre l'intimité de ce que la Commission européenne attend à travers ces appels. Je passe maintenant la parole à Bertrand Vielrobe du côté de Poietis. Quels seraient vos 3 facteurs clés de réussite? Bonjour Pierre, bonjour à tout le monde. Déjà, je voudrais vous remercier pour l'invitation. Je suis ravi d'être parmi vous aujourd'hui. Donc, je vais essayer de répondre à votre question. D'abord, bon, je vais présenter Poietis. Nous sommes une entreprise innovante basée à Bordeaux. On est ce qu'on appelle typiquement une spin-off de l'INSERM, hein, d'un établissement public. On existe depuis plus de 6 ans et nous sommes 35 personnes aujourd'hui. Donc, on a évidemment un ADN très fortement marqué, historiquement en tout cas, par de l'innovation, de la R&D hein, de haut niveau. Nos développements aujourd'hui portent sur la réalisation, la conception, la réalisation et puis le commerce de solutions de bioimpression hein, qui consiste à imprimer des cellules vivantes et des biomatériaux dans le but de recréer des tissus, soit à des fins de recherche, soit à des fins cliniques. Voilà, donc ça c'est pour vous situer qui nous sommes. Et de fait, on a donc un lien assez fort, comme je le disais, avec le monde de la recherche historiquement, notamment par le PDG, hein, Fabien Guillemot, qui est lui-même à l'origine de la techno qu'on met au point ici. Et grâce à ce passé-là ou à ce lien-là, ça a été déjà dit par d'autres intervenants, notre capacité à nous projeter vers l'Europe et vers d'autres acteurs de notre secteur est relativement facilitée, je dirais. On a aussi pas mal de gens chez nous qui sont marqués sur des questions de développement technologique, de projets collaboratifs, de facilité d'écriture ou d'échange à l'oral en anglais. Donc tout ça est relativement, je dirais, facilitant pour pouvoir prétendre faire des projets européens. Alors aujourd'hui, quand même nous sommes assez jeunes et petits en regard de certains acteurs qui ont parlé avant moi, nous avons déjà plusieurs projets européens dans lesquels nous sommes engagés. Et aujourd'hui, on a donc 2 projets sur lesquels je voudrais intervenir aujourd'hui. C'est un premier projet qui est plutôt petit en envergure. On est un petit nombre d'acteurs entre l'Allemagne, la France et l'Espagne, mais nous en sommes le leader. Et donc ça, c'est important parce que ça montre à quel point on a la capacité à pouvoir porter des projets quand même, on est petit. Et alors, je suis désolé, j'ai un problème de batterie. Ah, est-ce qu'on pourrait passer à l'autre personne? Je suis vraiment très sincèrement désolé. Je reprendrai après si ça vous va. J'ai ma batterie qui va me lâcher. Je suis désolé. Bien noté. On vous reprend tout de suite après. Super, merci. Elena Biliriza, je me permets de vous passer maintenant la parole. Si vous êtes parmi nous, Oui. Elena Biliriza, bonjour, bienvenue. Vous Merci. représentez un type d'organisation distinct de nos 3 précédents intervenants. Donc, en tant que faculté La Sorbonne, nous avions voulu peut-être aussi vous inviter à venir intervenir pour comprendre le lien qu'il peut y avoir entre les sciences sociales et humaines et les sciences techniques, puisque de plus en plus les projets européens, H2020 avant lui, mais Horizon Europe aussi aujourd'hui, apportent une approche systémique ou visent une approche systémique qui est orientée vers des défis transversaux. Donc, de votre point de vue, dites-nous quels seraient les 3 facteurs clés d'une candidature qui marche, s'il vous plaît. Oui, merci beaucoup de m'avoir invité. C'est très intéressant de discuter dans ce contexte. Peut-être juste pour ceux qui n'auraient pas suivi dans les détails les différents aménagements du paysage universitaire parisien des dernières années, Sorbonne Université est née au 1er janvier 2018 de la fusion de dans Paris 4, Paris-Sorbonne et l'UPMC, Université Pierre et Marie Curie, Paris 6. Donc l'université
l'université dans son ensemble couvre tous les domaines du savoir, mais la faculté des lettres en particulier, comme vous l'avez bien rappelé, couvre, disons, tous les domaines des arts, lettres, sciences humaines et sociales. Les facteurs clés, beaucoup a été dit, hein, effectivement, anticiper, se faire conseiller, tout ce qui a été dit, je ne peux que adhérer, mais il y a quelques points peut-être plus particuliers que je souhaiterais souligner, de par aussi, disons, la spécificité de mon contexte par rapport aux collègues présents. C'est pendant la phase, disons, du montage ou l'accompagnement, et on l'a dit, très important, c'est la phase de conception de projet. Je me rends compte que mes chercheurs, enseignants-chercheurs, mais parfois aussi d'autres établissements ou entreprises avec lesquels j'ai pu travailler en tant que consultante, ont plutôt la tendance de commencer à rédiger une fois qu'ils sont situés un petit peu dans leur environnement et rédigent. En fait, moi, j'insiste sur la conception de projet, un espèce de schéma, on peut dire, hein, qui tient sur une page ou deux, après ça dépend, mais ça reste très schématique, où on se fixe l'objectif du projet, la technologie. Alors, technologie, après, ça dépend de l'appel, mais parlons quand même de technologie, vu les personnes présentes aujourd'hui, sur laquelle se base le concept scientifique que je veux développer et la stratégie scientifique que je me promets de mettre en œuvre pendant le projet. Évidemment, jusqu'à la méthodologie et aux ressources. Et ce schéma, une fois qu'on l'a, une fois qu'il est clair pour tout le monde et qui répond bien, évidemment, aux attentes de l'appel à projet, constitue l'architecture et il permet de passer à la phase de rédaction très facilement. Enfin, bon, pourvu qu'on ait le temps, encore une fois, donc on s'organise comme les collègues l'ont suffisamment dit avant moi. Le deuxième point que j'aurais voulu apporter à votre attention, c'est l'importance de l'accord de consortium ou des discussions quand même qui le préparent dès la phase de préparation, de soumission du projet, parce que on a parlé de l'importance d'avoir autour de la table, dans le consortium, des partenaires très différents. Eh bien, il est peut-être assez évident qu'un enseignant-chercheur en lettres puisse avoir ou bien même d'autres domaines de sciences un peu plus durs, pourrait avoir des besoins très différents en termes de publication, notamment, qu'une personne qui travaille dans une PME ou dans un grand groupe. Donc, la protection de la propriété intellectuelle, les publications, c'est un petit peu les points sur lesquels on se focalise davantage d'habitude, mais aussi la gouvernance. Souvent, on ne pense pas assez à la gouvernance, et alors, en fait, je vous assure, on a eu des cas de très gros projets, c'est des projets de recherche, donc il se peut que des choses non prévues se passent pendant la vie du projet, et que donc, on n'est pas tout anticipé, mais là, ça sera le moment de prendre des décisions, et si on n'a pas mis en place une gouvernance qui fonctionne, il arrive qu'on n'arrive pas justement à prendre des décisions ou être aligné sur les décisions à prendre. Bon, j'ai plusieurs exemples malheureusement en tête. La gouvernance, il ne faut pas vraiment la découvrir au moment où on l'a décidé, d'autant plus que maintenant, on ne nous demande plus de rédiger le management dans le projet qu'on monte pour Horizon Europe. Donc, il faudrait ne pas oublier ces aspects-là. Ces aspects-là sont tous à prendre en compte dans le Consortium Agreement. Et donc, une fois de plus, un expert, si on n'a pas toute l'expertise chez nous, donc on a parlé évidemment des acteurs locaux, des PCN, franchement, tous ceux qui n'ont pas chez eux les unités de support peuvent vraiment aller voir ces collègues-là. Et le troisième point que j'apporterai vraiment à votre attention, pour moi qui est une clé du succès, ça a été un petit peu dit, je parlerai d'approche systémique. C'est des fonds publics. Et évidemment, les fonds publics vous seront octroyés si vous allez répondre aux besoins que la Commission a explicité dans les topics, dans les World Programmes, mais parfois dans les documents cadres, etc., parce que c'est des besoins, des objectifs qui ont été identifiés par le Parlement, le Conseil, les consultations citoyennes dont on a un petit peu parlé de l'importance du citoyen dans le nouveau programme cadre. Et toute cette approche-là, qui implique avant tout l'impact, est très important à prendre en compte
pendant la rédaction et la conception d'un projet. Et il se peut que, si on n'a pas l'habitude de rédiger des projets européens, on puisse ne pas tout voir d'un coup. Donc, une fois de plus, un expert peut nous donner les éléments, nous aider à les dénicher et à mettre en exergue la qualité du travail et des résultats qu'on pourra apporter dans le projet européen en relation aux impacts attendus. Et là, évidemment, je prêche pour ma paroisse, il y a des aspects de genre, de sciences humaines et sociales qui sont très souvent oubliés parce que traditionnellement moins importants, disons, dans les habitudes des différents acteurs dans la technologie et dans les sciences dures en général. Évidemment, si on parle du quantique, l'aspect genre, c'est un petit peu plus difficile à mettre en exergue, mais il y a beaucoup de projets en informatique, notamment dans le digital, mais pas que, évidemment, dans la mobilité, parce que deux collègues en ont parlé, où les aspects de genre vont être très important, et pas seulement pour s'assurer que la moitié des World Package Leaders soient des hommes et l'autre moitié c'est des femmes, mais vraiment comment la technologie, la science est traitée d'un point de vue homme-femme. Et évidemment, les sciences humaines et sociales. On pourrait avoir une technologie extraordinaire, mais si on ne saura pas la faire apprécier, et je pense notamment aux nanotechnologies, parce que c'est un peu un grand classique, mais pas que, par les citoyens, si on ne saura pas comment en parler, si on n'aura pas assez examiné les questions éthiques, politiques, économiques, mais parfois littéraires, etc., eh bien, on risquera de ne pas mettre en exergue toutes les qualités du projet et donc on ne se sera pas donné toutes les chances de réussir. Et j'en conclus ainsi pour redonner la parole aux collègues. Merci beaucoup, Elena, pour votre intervention. Je redonne la parole à Poietis, que j'ai vu nous rejoindre à nouveau. Oui, pour 2 petites minutes, s'il vous plaît, pour que nous puissions avoir le temps d'une dizaine de minutes d'échange avec la salle. Je vous en prie pour la suite de votre intervention. Je vous prie de m'excuser encore pour tout à l'heure, c'est les joies de l'informatique. Oui, alors je disais simplement, donc nous sommes embarqués dans plusieurs projets européens aujourd'hui. Alors quand même, nous sommes une jeune entreprise et une PME. Je voulais vous donner l'exemple de 2 projets aujourd'hui, un sur lequel nous sommes leaders, donc on a aussi cette capacité à être leader, mais quand même on est petit. C'est un projet de type Eurostar, on a l'Allemagne et l'Espagne embarqués avec nous, et un autre projet dans lequel, qui est beaucoup plus gros, dans lequel nous sommes simplement partenaires. Et ce que je voulais dire, c'est que en fait, ce genre de programmes sont en lien aussi avec des acteurs locaux qui nous accompagnent. Je pense au pôle de compétitivité Route des Lasers dont nous sommes membres, qui nous donnent accès comme ça à des calls, ou en tout cas à ce qui se passe au niveau de Bruxelles. Et donc pour les facteurs clés de succès de notre fenêtre à nous, à nouveau, c'est très lié à notre historique. Pour nous, en tout cas, ce qui est extrêmement important, c'est d'avoir les bons partenaires. C'est-à-dire qu'il faut que le consortium soit très collaboratif, avec des complémentarités extrêmement importantes entre les acteurs. Je pense que ça, c'est un facteur clé de succès. Si possible, avec des savoir-faire uniques pour les uns et les autres. Et souvent aussi, ce qui aide, c'est d'avoir des partenaires qui sont reconnus dans leur secteur, dans ce qu'ils font, et notamment au niveau européen. Ça aide beaucoup pour que le succès du projet soit effectif, quand même que ce soit au niveau de la soumission, que du déroulé, que de la sortie. Voilà. Le deuxième facteur, c'est que, et ça a été dit, il faut un alignement, en tout cas c'est ce que moi je recommanderais très fort, entre la roadmap technologique et ou applicative de l'entreprise et le call du projet qui est visé. C'est une façon d'assurer un investissement en fait, de la part des acteurs quand on a un bon alignement de ces sujets-là. Et il y a un autre point qui est extrêmement important aussi, moi je trouve, ça a été dit un peu sur l'aspect humain des choses, c'est qu'il faut le faire vivre le projet. C'est-à-dire qu'il faut considérer qu'on a des échanges réguliers, il faut être actif, il faut le voir comme une équipe projet, quand même on est sur des territoires différents, puisqu'on est souvent plusieurs pays, et des acteurs différents, que ce soit des grands groupes, des petites entreprises ou des laboratoires. Voilà. Et puis tout ça pour dire qu'aujourd'hui, sur les 2 projets que j'évoquais tout à l'heure, il y en a un sur lequel on est en toute fin et qui est aujourd'hui vraiment un succès, puisque on va déposer un brevet, on va sans doute créer une nouvelle ligne de produits grâce à cela. Donc, c'est vraiment extrêmement intéressant. Et puis, sur le deuxième projet qui est plus gros et de plus grande envergure, l'idée pour nous, c'est plutôt de défricher un nouveau sujet applicatif. Là, il s'agira par exemple de faire du cartilage pour soigner les patients. Voilà. Et donc, on compte beaucoup sur ça. Donc, c'est vraiment l'élément clé, finalement, c'est ça, cet alignement entre les objectifs de l'entreprise et ce que peut proposer le projet in fine. Voilà. Je vous remercie et encore désolé pour tout à l'heure. Je vous en prie, merci beaucoup Bertrand pour votre intervention. Donc nous retiendrons de votre intervention
l'alignement, les bons partenaires, faire vivre le projet, donc quelque part miser sur l'informel dans des procédures formelles. Pour les 8 dernières minutes qui nous restent, je propose de me tourner vers Valérie, notre co-organisatrice, pour les questions potentielles de la salle virtuelle. Valérie. Oui, merci Pierre. Sur cette table ronde, nous avons beaucoup parlé d'anticipation et de l'importance d'un investissement non seulement de long terme pour l'engagement des équipes, mais également sur la construction des réseaux. Donc, il y a une question de comment peut-on s'inscrire dans les types de réseaux mentionnés par M. Di Paola Galloni, et est-ce qu'ils sont ouverts à tous, et notamment aux petites entreprises qui ont souvent, ou en tout cas, ont l'impression, ou peut-être est-ce une erreur de le penser, réservé qu'aux grands groupes ou à ceux qui sont voilà, très investis. Bonjour Valérie, Jean-Luc Di Paola Galloni. J'ai répondu par écrit, mais je le fais également par oral. J'ai répondu au chat. Oui, bien sûr, c'est absolument ouvert aux plus petites entités et elles sont très attendues et très estimées parce que de toute façon, quel que soit le secteur économique de recherche qui est pris en compte, dans les instances de gouvernance, il est toujours donné, d'une part, au niveau de la gouvernance des associations ou des plateformes, il y a toujours 1 ou 2 postes donnés à des PME. C'est très clair. C'était peut-être pas le cas il y a 15 ans, mais aujourd'hui, c'est non négociable et la Commission y veille de manière très, je dirais, claire. Mais surtout, ce qui est important, c'est que c'est surtout l'idée de vouloir participer, même quand on est une PME. Je sais que c'est difficile parce que, encore une fois, il n'y a pas la disponibilité de personnel qu'il y a dans un plus grand groupe, mais de participer lorsqu'on a une expertise réelle dans son domaine, dans cette coécriture des feuilles de route et qui précède toujours ensuite l'orientation des appels à projets. Merci beaucoup pour votre intervention, Valérie. Oui. Au-delà des partenariats publics-privés, M. Bernardini de la table ronde numéro 1 rappelle aussi que les KIC de l'Institut européen de technologie sont aussi un bon moyen de pouvoir approcher les entreprises. Pierre, je te laisse. Merci. A-t-on peut-être d'autres questions ou peut-être on peut conclure sur une toute petite remarque. On a parlé des facteurs clés. Est-ce que vous avez surmonté des difficultés? Est-ce que vous en auriez une à retenir? Pour cette dernière question, le micro est ouvert pour nos intervenants. Est-ce que peut-être Laure Quintin souhaite répondre? Voilà. Laure. Oui, bien sûr. Alors, moi ici, parce qu'on est là vraiment dans une démarche de partage et d'encouragement, mais aussi de bien d'information, je n'ai pas honte de dire que alors c'était un tout petit projet, mais j'ai un peu fait le forcing à l'époque auprès de ma direction pour rentrer dans ce projet-là. Au final, il a été financé, mais ce n'était pas bien en adéquation avec ce qu'on faisait. Donc, on a quand même pendant 2 ans dû délivrer sans pouvoir vraiment avoir la liberté de faire des choses qui nous plaisaient. Donc, c'est une très mauvaise pratique que je déconseille à vraiment tout le monde. Et encore une fois, bien faire accorder vos participations dans vos projets européens avec votre roadmap stratégique et technologique, parce que c'est comme ça que le projet se déroulera le mieux et que vous en tirerez le meilleur profit. Merci beaucoup Laure. Je me tourne vers Elena et Bertrand pour savoir si vous avez déjà rencontré des difficultés. On imagine bien. Est-ce que vous en avez absolument. En particulier peut-être? Oui, en fait, j'ai du mal là en vous écoutant choisir un parce que
un exemple parce qu'il y en a plusieurs, mais si je pense à un, c'est que moi, j'exige d'habitude que quand l'université obtient un projet en coordination, comme on en a plusieurs, on ait un manager dédié à X% de son temps, le cas échéant, mais qu'on ait toujours un manager dédié pour s'assurer que tout se passe selon ce qu'on avait prévu, ou sinon qu'on soit en mesure de entendre les risques et s'adapter, et voilà, et suivre correctement. En fait, une fois seulement, j'ai accepté parce qu'un chercheur avait l'air assez rodé voilà, il voulait le faire en fait, donc de ne pas avoir de manager dédié, il aurait utilisé le budget autrement. Très mauvais choix, je le déconseille vraiment parce qu'à un moment ou à un autre, il est juste qu'un chercheur ou quelqu'un qui a un rôle plus technique se consacre à son travail. Et évidemment, il le fera toujours plus naturellement, ce qui a fait que, eh bien, on a eu plusieurs problèmes qu'on n'a pas pu anticiper parce que personne a été en mesure de nous le dire. Donc, je le déconseille vraiment de partir sur une coordination sans un manager plus ou moins rodé. Voilà. Merci beaucoup, Elena. Pour peut-être le mot de fin, je repasse la parole à notre intervenant de Poietis, si Bertrand est parmi nous. Si vous auriez peut-être une difficulté, un obstacle que vous auriez rencontré et que vous souhaiteriez nous partager en mot de conclusion. Je rejoins ce qui a été dit par mes camarades. Là, c'est vrai qu'on peut rencontrer ce genre de problématiques de gestion de projet, de mauvaise adéquation. Je l'avais dit tout à l'heure, l'adéquation, c'est un élément extrêmement important d'un facteur clé de succès. Et donc, forcément, c'est un facteur de non-succès si on ne le fait pas dans le bon sens. De façon plus, je dirais, contextuelle avec ce que nous vivons aujourd'hui, je pense à l'épidémie de Covid, une difficulté que nous rencontrons actuellement sur le projet dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est de grande envergure, parce qu'il est aussi sur beaucoup de pays différents d'Europe, le Covid a eu un impact fort sur le programme. Ça ne simplifie pas les échanges, justement, dont je parlais tout à l'heure, ce côté équipe projet, ça ne simplifie pas aussi le déplacement des étudiants ou du matériel aussi. Donc, il faut faire face à ce genre de difficultés. C'est toujours pareil, la coordination du programme et le fait qu'on reste en contact très, très régulier est extrêmement important dans un contexte comme celui-là. Et heureusement, l'Europe est capable d'aménager des choses, et notamment aujourd'hui, on a eu des reports. En tout cas, le projet a été étendu de 6 mois, peut-être que ce sera encore 6 mois de plus, on verra. Mais donc voilà, mais c'est le genre de difficultés auxquelles on peut faire face et qui ne sont pas attendues parce que c'est un contexte sanitaire là, qui se pose dans ce cas-là. Et il faut arriver à sortir par le haut. Donc voilà, c'est toujours ce que je disais tout à l'heure. Si c'est en bonne adéquation, si on a les bons partenaires, qu'on est proche des gens, on arrive à quand même surmonter ce genre de choses. Mais c'est vrai que c'est un élément pas simple à gérer, quoi. Voilà, tout simplement. Merci beaucoup, Bertrand. Donc, avant de conclure cette seconde table ronde et de passer la parole à notre intervenant de fin, Christian Dubarry, on peut comprendre que dans la globalité, comprendre ce qu'il y a derrière les appels à projets, miser sur l'informel dans les procédures formelles, s'internationaliser, s'ouvrir, ce sont des mots-clés pour réussir. Et on voit que dans les difficultés rencontrées, il y a souvent du positif. Merci beaucoup à tous nos intervenants au nom de l'ANRT, du MEDEF, de la FPC, de France Industrie. Je tiens à vous remercier pour votre et aussi pour nos auditeurs. Je passe maintenant la parole à Christian Dubarry. Christian Dubarry pour un mot de fin, responsable du pôle Europe et Relations internationales de BPI France. Christian, je vous laisse le mot de la fin. Christian, nous ne vous entendons pas. Vous m'entendez là? Là, oui. Ok, pardon. Donc, je disais que j'avais le plaisir de conclure ces échanges très riches sur les opportunités d'Horizon Europe et j'en remercie les organisateurs. Si on regarde les performances françaises en segmentant le secteur public et le secteur privé, on voit que les entreprises françaises occupent déjà une place assez honorable dans Horizon Europe. Elles obtiennent de l'ordre de 360 millions d'euros de subventions par an. Ce chiffre, si on le ramène aux investissements en R&D des entreprises, c'est presque 2 fois mieux que l'Allemagne et aussi beaucoup mieux que le Royaume-Uni. La performance de ces deux pays dans Horizon 2020 est principalement due à leur recherche publique, plus qu'à leurs entreprises. Ce point, parce que ça va à l'encontre d'une idée reçue, très ancrée, qui est que participer à Horizon Europe serait naturel pour les laboratoires publics français et très difficile pour les entreprises. On voit que c'est faux, les entreprises françaises se débrouillent bien.
et occupe des positions de leader dans 2 sous-programmes, les partenariats institutionnels de type GTIs comme Clean Sky, Innovative Medicine Initiative, etc. et l'accélérateur du Conseil européen d'innovation pour les startups Deep Tech. Est-ce que ça veut dire qu'on ne peut pas faire mieux? Non, bien entendu. Sur les 2 programmes mentionnés, il y a des gains à réaliser et encore plus sur les autres, les projets collaboratifs conventionnels, on peut et on doit faire mieux. À titre d'exemple, les entreprises des Pays-Bas et d'Espagne obtiennent entre 2 et 4 fois plus que les entreprises françaises en proportion de leurs dépenses de R&D. Traduit en chiffres, ça donne respectivement plus 360 millions d'euros par an ou plus 1 milliard d'euros par an pour la R&D et l'innovation privée française. Donc c'est très significatif, les gains qui sont potentiellement réalisables. Alors, on a vu sur le pourquoi s'engager. Une entreprise, elle a des objectifs variés, notamment économiques, définis par sa gouvernance. Elle n'a jamais pour objectif central de réaliser de très bonnes performances dans Horizon Europe, et c'est tout à fait normal. Ce n'est pas non plus parce que c'est difficile qu'il faut y aller, ça serait plutôt le contraire en raisonnant classiquement. C'est plutôt difficile, donc il faut que ce soit très intéressant. Intéressant parce que cela permet à l'entreprise de mieux atteindre ses objectifs fixés par ailleurs. Ceci sans rappeler l'importance de l'investissement dans la R&D pour innover, pour se développer dans un marché ouvert en Europe et à l'international. Je ne rappelle pas non plus les risques inhérents aux investissements en R&D qu'il faut maîtriser et réduire, ni l'enjeu de rapidité. On a parlé d'alignement entre les objectifs de l'entreprise et les cadres offerts par les programmes Horizon Europe. La table ronde a mis en avant quelques idées importantes, comme le fait qu'on surestime la complexité. La question de l'apprentissage aussi a été abordée comme un élément vertueux. Et sur les raisons, le financement, bien sûr, est une excellente raison, mais on voit à travers les témoignages, on a parlé de chaîne de valeur, que la collaboration est souvent le bénéfice principal. Si on regarde le Royaume-Uni, qui sera associé à Horizon Europe, on voit que le pays va recevoir exactement le montant qu'il va verser à la Commission. Le gain financier est nul pour le pays et ses acteurs financiers. Le Royaume-Uni aurait très bien pu financer directement ses participants sans passer par le programme cadre. C'est donc il y a un bénéfice majeur pour le Royaume-Uni à rester dans Horizon Europe. En plus, dans un dispositif que le pays quitte. Donc un bénéfice non financier qui ne peut être que dans la collaboration en R&D. Les exemples ont montré que cette collaboration permet une visibilité par les acteurs du domaine, de préparer la commercialisation sur une base européenne, d'intégrer la normalisation, de partager les coûts de R&D, de travailler avec des compétences scientifiques sélectionnées et pointues qui diront rarement non aux conditions très avantageuses du programme cadre. Donc je pense que c'était très clair sur les raisons de s'engager. Sur le comment, il y a eu des idées importantes qui ont été partagées. Le fait d'activer son réseau, de le construire, de le développer, d'identifier, de se faire identifier, d'acquérir la culture de l'écosystème et de contribuer à l'écosystème européen. C'était très clair dans l'intervention de Valeo. Sur disons, la complexité et l'accompagnement, la période qui s'ouvre, qui est celle de la relance, va donner beaucoup plus d'argent public, enfin plus d'argent public pour les investissements en R&D et innovation. C'est bien sûr extrêmement positif. Il y a de formidables opportunités de financement public dans les 3 prochaines années pour la R&D et l'innovation. En même temps, la complexité est accrue. Je donne un exemple. Dans le seul domaine des batteries, on a parlé de souveraineté, hein, c'est un des projets souveraineté au titre de la politique industrielle. Le financement d'un seul projet IPCEI, le projet ACC, est supérieur au financement annuel de l'ensemble d'Horizon Europe pour les entreprises françaises. InvestEU, notre programme, aura une grosse composante innovation. Il y a Next Generation Europe, les fonds structurels, Eureka, Eurostars, les clusters Eureka, les financements nationaux qui restent supérieurs en montant au financement européen pour la R&D privée en France. Enfin, le financement privé, qu'il soit de la dette ou du capital investissement et du capital risque, ou bien les marchés financiers, reste le principal moteur du financement des entreprises et de leurs projets dans nos économies libérales. À titre d'exemple, la levée de fonds record de 500 millions de dollars réalisée hier par Content Square, qui est une excellente nouvelle, 500 millions d'euros. Est-ce que ça veut dire qu'il faut oublier Horizon Europe? Bien sûr que non, mais ça veut dire qu'il faut pouvoir analyser l'ensemble des options pour prendre les bonnes décisions en étant pragmatique. L'exemple de Thales à Alenia Space montre
Il faut regarder en dehors de ce qui est habituel, les projets collaboratifs. Quand on regarde en dehors, on trouve des choses intéressantes. Et l'exemple de l'innovation ouverte avec les startups soutenues par le Conseil européen d'innovation était extrêmement intéressant de ce point de vue-là. De plus en plus d'entreprises ont des compétences internes et sont autonomes sur la plupart de leurs démarches. On l'a vu avec les différents témoignages. Il faut qu'il y en ait de plus en plus. Mais il reste que la plupart des entreprises ont besoin de conseils à un moment ou à un autre, mais pas le même conseil, ni avec le même niveau de profondeur. On a vu qu'il y a des projets et des situations très différentes. Une start-up qui a besoin de 2 millions d'euros à très court terme pour poursuivre son développement n'est pas une grande entreprise qui veut sélectionner dans son portefeuille de R&D les projets adaptés à Horizon Europe, ni une PME mature qui cherche un partenariat R&D pour consolider sa position sur un marché européen de niche. Pour chacune de ces entreprises, il existe une approche prioritaire d'un Horizon Europe qui lui permettra de gagner un temps précieux sur ses concurrents. Pour cela, il faut un conseil adapté, avec une vision à 360 degrés, permettant une prise de décision par le chef d'entreprise ou le directeur R&D. Ce conseil et cet accompagnement ont une valeur clé. Et ce conseil et cet accompagnement, si possible, doivent gérer de leur côté la complexité pour proposer un accès simple à la solution la plus pertinente. C'est sans doute une responsabilité publique de mettre en place cela à travers un réseau réactif et expert, avec les réseaux régionaux, pôles, agences régionales, PCN, cabinets conseils, entreprises et laboratoires publics qui ont été cités, qui se sont exprimés, qu'il faut mettre en place ce réseau et cet accompagnement. BPI France, pour sa part, se tient aux côtés de ces acteurs pour conclure et réussir ces prochaines années. Je crois que cette réunion a donné les bons mots-clés, les raisons pour avoir envie. Premièrement, la confiance dans le fait qu'on peut réussir, et puis l'importance d'un accompagnement efficace. Voilà pour ma conclusion. Je vous remercie. Merci beaucoup, Christian. En guise de mots de conclusion, encore une fois, un grand merci pour votre conclusion. Vous avez brossé un portrait assez large des conclusions, des facteurs clés et des adjectifs qui pouvaient nous permettre de concrétiser les projets dans leur transversalité. Nous avons noté un certain nombre aussi d'informations concernant les relais au niveau européen et transnationaux qui pouvaient se mettre en place. Un grand merci à tous nos intervenants de la part des 4 organisations co-organisatrices de ce webinaire et avec le soutien du ministère de la Recherche, la MESRI. En guise de mots de conclusion, nous avons fait un petit sondage, vous le savez, à côté pour reconnaître les domaines de chacun des personnes qui étaient présentes. Lors de ce webinaire, parmi les répondants, nous avons vu que dans les secteurs d'activité représentés au sein de l'auditoire, 16% venaient de l'énergie, 14% de la santé, 10% du numérique, 8% de l'aéronautique et de la défense, et 6% pour l'agriculture, l'industrie culturelle et créative et la mobilité. Ce qui démontre aussi toute la diversité de notre public. Un tout grand merci à vous, puisqu'évidemment, sans le public, ce webinaire n'aurait pas eu lieu. Et à très bientôt. Et n'hésitez surtout pas à revenir vers nous et vers les organisations co-organisatrices si vous avez des questions qui surgissent après ce webinaire. Très bonne journée à vous tous. Merci beaucoup. Merci à tous.